Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va juste dédier le cours pour la Refoua Shelema de Benjamin Ben Sarah, que je vous lui envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Excusez-moi. Ouais. Pour la Refoua Shelema de Meir Ben Gema. Pour Meir Ben Gema. Et après, on va rajouter d'autres malades à la fin du cours. Donc, comme l'a dit le Rav, vous savez qu'on est à la veille de Pessah. Bon, il y a beaucoup de notions qui vont être développées par tous les rabbins du monde. Alors, j'ai choisi de parler d'une notion qui est importante et je le vérifie par rapport au coup de téléphone que je reçois. C'est que le Hametz, il n'est pas seulement dans la farine, ouais, il est aussi dans les relations entre les personnes. Et que souvent, quand on arrive à Pessah, c'est mieux là ? Oui. Ah ben, il faut le dire. Ils sont timides. Donc, que quand on arrive comme ça dans les moments de fête et les moments des courses et les moments de tension et le ménage, et que tous les enfants ils sont à la maison, il peut y avoir malheureusement, Chas v'Shalom, du Hametz qui va s'installer à la maison. Tout le monde comprend cette notion. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait aussi qu'on fasse un petit peu la bdika du Hametz personnel, la recherche du Hametz personnel, pour essayer de fonctionner. Et ça peut très bien se comprendre par rapport à la notion du Hametz. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas avoir fait des études élevées pour savoir que le Hametz provient de la farine et de l'eau. D'accord ? Vous prenez de la farine et de l'eau, vous les mélangez ensemble, et vous en faites une pâte, et au bout de 18 minutes, elle devient Hametz. Qu'est-ce que c'est le Hametz ? C'est la fermentation des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. Ça veut dire qu'on n'a rien rajouté dans la pâte. Elle est devenue Hametz de l'intérieur. Maintenant, si on prend séparément l'eau et la farine, c'est quelque chose de très bien. L'eau, c'est quelque chose de très bien. On est fait à plus de 60% d'eau. La farine, c'est quelque chose de très bien. C'est très riche. Ça nourrit la personne. La Torah, elle a donné une bracha spéciale sur le pain. Et la seule bracha minatora qu'on fait après manger, c'est le Birkat Hamazon, principalement sur le pain. À la Mechiav et à la Kalkala aussi, c'est une bracha minatora. D'après certains, on ne laisse pas laisser traîner le pain par terre. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais d'un autre côté, la Torah, elle a interdit le Hametz. D'accord ? Quand la pâte, elle devient Hametz, c'est quoi ? On a dit, c'est la fermentation. Si on prend les deux éléments séparés, ils sont très bien. L'eau et la farine, c'est très bien. Quand on les met ensemble, ça commence les problèmes. Oui, ça s'appelle le Hametz. Exactement pareil que, si on réfléchit un petit peu, que l'homme et la femme ressemblent à l'eau et la farine. L'homme ressemble à la farine, c'est normal, puisque c'est lui qui détient le blé. D'accord ? Et détendez-vous. Je sais qu'il y a des femmes libérées parmi vous, mais pas toutes libérées, pas tout l'argent. Bon, alors, et la femme ressemble à l'eau, d'accord ? Parce que d'abord, elle prend la forme de la jupe de la bouteille, oui. Et puis aussi, quand vous coupez de l'eau, elle reste en un seul morceau. Et donc, l'eau, elle est en un seul élément. Par contre, la farine, elle est en plusieurs éléments. Quand vous soufflez sur la farine, elle s'éparpille. La farine est très, très sèche. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de prendre une cuillère de farine à jeun le matin. Bon, ça s'appelle une crise d'asthme, d'accord ? D'accord ? L'eau, par contre, est très, très humide. Je crois que c'est le plus haut taux d'humidité, c'est l'eau. On n'a pas trouvé plus mouillé que l'eau, peut-être à part l'eau sèche, mais a priori, l'eau est très, très humide. Donc, l'eau et la farine ne se ressemblent pas, d'accord ? L'homme, il est très, très fort à court terme. Vous prenez la farine, vous la mettez dans un sac, vous pouvez taper, casser un mur. Mais, il s'éparpille facilement. Vous soufflez. La femme, elle est forte à long terme, d'accord ? L'eau, elle fait le liant. D'accord ? Vous mettez de l'eau sur de la terre, ça fait de la boue. Vous mettez sur la farine, ça fait de la pâte. Vous la mettez sur du ciment, ça fait du béton. Ça veut dire quoi ? La femme, c'est le lion. D'accord ? Allez, je t'en prie, viens, on reçoit ta famille. C'est pas grave. Il faut s'arranger avec tes enfants. C'est pas grave, on invite ta mère. Mais elle t'insulte depuis des années. C'est pas grave. C'est pour le shalom. Le mari, non. Ils sont pas venus à la bar mitzvah. Qui crèvent tous ? Qui crèvent ? On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord, mais ça veut dire que l'homme et la femme ressemblent à l'eau et la farine. C'est très bizarre. Bon, il y a un million de liens de comparaison encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, l'eau séparément, c'est quelque chose de bien. La farine séparément, c'est quelque chose de bien. Comme les gens. Moi, j'ai quelques dizaines de milliers de couples que j'ai rencontrés pour des problématiques d'amélioration. Et souvent, les deux personnes, quand vous les prenez séparément, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. D'accord ? Le gars, il est sociable avec tout le monde. La fille, elle est sociale avec tout le monde. Il a des qualités, des midotes, de la gentillesse, de la douceur, de la finesse. Mais à la maison, le feu, la guerre, la mort, le Vietnam. Ouais. Je dis pourquoi ? Pourquoi ? Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, l'eau et la farine, on vient d'expliquer, sont très différentes. L'homme et la femme sont très très différents. Maintenant, la source des conflits, c'est la différence.
Toi, j'ai dit toujours cette blague. Comment vous avez fait pour vous marier? Pourquoi tu t'es marié avec elle? Il dit bah, parce qu'elle était différente des autres. Ok. Alors pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. Alors tu sais pas, est-ce que la différence ça rapproche ou la différence ça sépare? Ben, en fait, la logique c'est simple. La différence, quand tu l'utilises, ça rapproche. Mais quand tu la subis, ça sépare. C'est comme des pierres. Avec des pierres, on peut faire un pont ou on peut faire un mur. Avec des événements, on peut se rapprocher ou on peut se séparer. Avec des malheurs, on peut faire du bonheur. Avec des bonheurs, on peut faire du malheur. Il y a des gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils gaspillent leur bonheur pour des bêtises. D'accord? Et il y en a le contraire. Ils ont tout pour être malheureux. Tu dis, je comprends pas. Des malheurs, des trucs, le diabète, le cancer. Ils sont proches, ils sont solidaires, ils s'adorent. Ils ont eu que quelques années, mais quel amour, quelle puissance, quelle essence. Tu dis, je comprends pas. Je comprends pas. Les gars, ils ont de quoi faire 54 dépressions et ils adorent la vie. D'accord? Et l'autre, il a raté le permis, il a fait 17 ans de dépression. Tu dis, c'est disproportionné. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, ça s'appelle la dégénérescence. Maintenant, réfléchissez bien. Si l'homme, il est bien, la femme est bien, si l'eau est bien, la farine est bien, on les mélange ensemble, ça fait de la pâte. D'accord? On a dit, la pâte, au bout de 18 minutes, elle devient chametz. C'est quoi le chametz dans la symbolique des chachamim? C'est le yetzer hara. D'accord? C'est la dégénérescence des choses. C'est la perte de temps. C'est l'air. C'est gonflé. La baguette est beaucoup plus gonflée que la matzah. Oui, et pourtant, elle n'est pas traitée au botox. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est remplie d'air. L'air dans la Torah, ça s'appelle aussi rouar, ça s'appelle gassia, rouar, ça s'appelle l'orgueil. Susceptible, l'appareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, puisque la Torah, elle a compris qu'on doit fabriquer des matzot, elle a demandé qu'on fabrique des matzot qui soient, je vais m'énerver, je ne sais pas pourquoi, des matzot shmurot, d'accord? Maintenant, c'est quoi des matzot shmurot? Vous avez l'occasion, vous avez payé, vous savez, c'est le pain de pauvreté le plus cher du monde, c'est un truc incroyable. Ouais. Nous, on est des fous, on paye le pain à 35 € le kilo, on paye des citrons à 180 €, expliquez ça à un goy, il va dire, ils se sont fous, ceux-là. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est la mitzvah, c'est la mitzvah. Parce que kasher et pas cher ne riment pas, d'accord? Mais l'idée, c'est que quand on prend cette farine et cette eau et qu'on les mélange, alors ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose, exactement. Tu mets un homme et une femme ensemble, il y a de l'électricité. D'accord? Pourquoi? Parce que la seule manière de faire quelque chose de bien, c'est de prendre le risque de faire quelque chose de mauvais. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements sans risque. Tu fais un placement sans risque, par exemple, tu vas chez l'écureuil, tu prends un livret A, ça s'appelle livret A, parce que quand tu vois les bénéfices, tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret Chlet. Mais comme ils ont vu que ça ne se vendait pas, ils ont dit bon, on va l'appeler le livret A, d'accord? C'est qu'à la fin de l'année, c'est pour ça qu'ils l'ont mis chez l'écureuil, parce qu'il ne reste que les noisettes à la fin, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que le placement sans risque ne rapporte rien. Le placement à risque rapporte. C'est pareil. Le mariage est très, très, très risqué. On voit bien le nombre de divorces, d'accord? Mais d'un autre côté, où est-ce qu'elle est l'amour? Où est-ce qu'elle est le plaisir? Où est-ce qu'elle est la joie? Où est-ce qu'elle est la satisfaction de réussite? Elle est dans le couple. Tu peux avoir 1 million de clients. Si ça ne se passe pas à la maison, c'est mort. Ouais. Tu peux avoir 50 000 élèves. Si tu as 3 enfants cinglés, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, il voit où est-ce qu'il est l'essentiel. Et l'essentiel, il est dans ce rapport entre l'eau et la farine, entre l'homme et la femme. Et c'est ça le problème. C'est que notre problème, c'est notre solution. Parce que la pâte, c'est la solution, et le chametz, c'est le problème. Et bien, le chametz, il est né dans la pâte. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que la pâte, elle est cachère, on fait des matzot avec. Mais si on attend 18 minutes, elle devient chametz. Vous comprenez ce que je dis ou non? Non, je ne crois pas que vous avez compris. Non, ça veut dire que le mal, il vient du bien. C'est pour ça que les gens, ils ne veulent pas faire d'enfants, parce qu'ils ne veulent pas être déçus. C'est pour ça que des fois, après 15 ans de mariage, la personne, elle dit, écoutez, je veux divorcer. Pourquoi? Pas parce qu'elle est sûre d'avoir pris la bonne décision. Parce que les gens, souvent, ils confondent obstination et détermination. Mais elle a tellement peur d'être à nouveau déçue, alors elle rentre dans l'entêtement. Et l'entêtement, c'est quoi? C'est le mensonge que tu gardes en tête. L'entête, bon.
C'est pour ça que c'est un truc personnel, parce que la personne, elle ment. Personnellement, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais c'est quoi? Ça doit être l'altitude ou la moyenne d'âge. Donc ça veut dire quoi? Je rigole, c'est beaucoup plus grave. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pour vous réveiller, parce que nous, les Sfaradim, on mange épicé. Les Ashkenazim, tu peux remettre les haricots dans la boîte, ils sont comme au départ. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je sais que le mal, il vient du bien. Maintenant, rassurez-vous, le bien, il vient du mal. Bah oui, parce que quand tu t'es donné du mal, bizarrement, ça fait du bien. Vous me suivez ou non? Quand tu t'es cassé la tête, l'argent, il a de la valeur. Quand tu t'es fatigué sur la Gemara, tu as une satisfaction d'avoir fait. Quand tu t'es pris la tête pendant des années pour construire ton couple, et ben à la fin, ton couple, il est construit. Quand tu t'es cassé la tête à éduquer tes enfants, tu es fier à la choupa d'avoir des enfants qui sont extraordinaires. Maintenant, si tu t'es débrouillé grâce à l'école, grâce à ton conjoint, grâce au monde entier, de ne pas assumer tes enfants, bizarrement, tu es choqué par leur nullité. Alors que leur seul défaut, c'est de te ressembler. C'est pas grave. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas exister de reconnaissance sans bonté. Mais il ne peut pas exister de bonté sans manque. Vous me suivez ou non? Parce qu'il y avait un manque, alors j'ai ressenti la bonté. Parce qu'il y a la maladie, alors on voit la valeur de la santé. Parce qu'il y a la mort, on apprécie la vie. Donc le bien, il vient du mal. Et le mal, il vient du bien. Ça veut dire, traduction, pour les gens qui sont un peu lents d'esprit, ouais, ça veut dire que le mal, c'est du bien qui a dégénéré. Et le bien, c'est quoi? C'est un mal qu'on a empêché de dégénérer. Comme un tzaddik, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est un rachat, ouais, mais qui s'est maîtrisé. Il a les impulsions, il a le yetzara, il a les nerfs, mais il se calme. Ouais, il se maîtrise. Donc un rachat, c'est quoi? C'est un tzaddik qui a mal tourné. Vous me suivez toujours? Donc la pâte, elle est cachère pour faire la matzah, mais elle est devenue hametz. Le problème avec le hametz, c'est que la teshuva est difficile. Parce que quand la pâte, elle est devenue hametz, tu ne peux pas la rendre à nouveau matzah. Oui, non? Oui, non? Une pâte qui a fermenté, est-ce qu'on peut la rendre cachère pour faire des matzot? Non? Si on est avant Pessah, on peut mettre 60 fois plus de farine et la rendre cachère. Parce qu'on va annuler. Pourquoi? Parce que le hametz, c'est un interdit spécial. Le cochon, c'est interdit toute l'année. D'accord? Les écrevisses, le homard, comme la voisine, ce sont des interdits de toute l'année. D'accord? Non, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a des périodes permises, en cas d'instance de divorce ou de mal-être ou d'insuffisance technique au niveau du taux de participation à mes besoins personnels. Donc, non, la voisine, c'est interdit toute l'année. D'accord? Eh bien, aussi le cochon, c'est interdit toute l'année. Mais le hametz, c'est interdit, c'est ce qu'on appelle un issour zmani, c'est-à-dire que c'est interdit à partir de la 6e heure, le 14 Nissan, jusqu'à la fin de Pessah. Mais avant, c'est pas du hametz. Vous me suivez ou non? C'est une pâte levée. Maintenant, une pâte levée, alors le hametz, on ne peut pas l'annuler à filou BLF. Pendant Pessah, si j'ai une miette de hametz qui tombe, même si je mets 100 000 kilos, je ne peux pas l'annuler. D'accord? Mais avant Pessah, on peut annuler le hametz. Donc si j'ai une pâte qui est devenue hametz avant Pessah, je peux mettre 60 fois plus de farine et elle devient cachée à l'épessar et je peux même faire des matzot shmurot avec. Vous allez dire, ah, c'est pas possible, c'est du hametz. Ouais, c'est comme cet exemple que je donne toujours. On est à 2 heures de la bar mitzvah et la femme, elle a préparé 60 parts de viande pour le Shabbat bar mitzvah de son fils. Et au dernier moment, il y a un cousin qui arrive d'Autriche, il s'incruste, il manque une part de viande. Et un gars qui travaille pour eux, Mathieu, du Tilleul, il entend ça, il voit que Madame Bénichou elle est embêtée, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un morceau de cochon, il le met dans la dafina. Et il dit, Madame Bénichou, arrêtez de vous faire du mauvais sang, grâce à Dieu, maintenant, il y a à manger pour tout le monde. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Mathieu? Elle dit, j'ai mis un morceau de cochon dans le... Mais t'es fou? Mais c'est pas cachère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le rabbin. Elle va voir le rabbin, écoutez, Rav, on est à 2 heures d'Amar Mitzvah, il y a Mathieu, il a mis un morceau de cochon, est-ce que tu peux voir le morceau de cochon? Non. Est-ce que tu l'as vu le mettre? Non. Est-ce qu'il est mélangé? Oui. Est-ce qu'on le reconnaît? Oui. Non. Est-ce qu'il y a le goût? Non. Bon, il réfléchit, non, il y a 60 fois plus, c'est cachère. Du coup, la femme, elle a appris une nouvelle recette pour la dafina. Alors, Rabbin lui dit, attention, c'est a posteriori, c'est pas a priori, il faut pas... Ouais.
Maintenant, le bruit, il a couru dans la famille qu'il y a un morceau de cochon que dans la fina. Il y a 61 invités, imaginez l'ambiance, chacun il regarde son morceau. Le tien, il a l'air plus juif. Mais c'est cachère. C'est cachère, ouais, c'est une halakha. 60 fois plus de cachère, c'est cachère. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, quand quelqu'un il vient chez moi, il me dit « Ouais, ma femme elle est comme ça, mon mari est comme ça », moi je dis « Écoute-moi, ah bien, avant de critiquer, donne-moi 60 qualités de la personne que tu critiques. Donne-moi 60. » Bon, je dis la vérité, il y en a, ils n'arrivent pas à 2. Tu te demandes si c'est un camp de l'amour ou un camp de la mort qu'ils ont créé. Ouais. Je dis maintenant qu'il m'a donné les 60 qualités, je lui dis comment ça se fait que le problème de l'autre ne s'annule pas dans les 60 qualités. Si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà le cochon il s'annule dans 60 fois plus de cachère, alors le défaut il s'annule pas dans 60 fois plus de qualité. Je comprends pas, elle a accouché 6 fois, elle s'occupe de toi depuis 20 ans, elle a gardé ta mère pendant 15 ans, elle a souffert de trucs, elle a aidé, elle t'a fait manger tous les jours, elle était disponible, t'as pas trouvé 60 qualités. Alors je sais, alors il y a des petits malins, ils me disent oui, mais monsieur le rabbin, ça c'est valable, quand c'est mélangé, on n'arrive pas à reconnaître. Mais moi le défaut, je le vois. Je lui dis c'est normal, c'est ta raison de vivre. Il dit c'est pas normal. Tu n'arrives pas à annuler le mal dans le bien, toi? Alors trouve un tabouret, j'ai une corde pour toi. Ben, c'est vrai. Après, les Chachamim, ils ont dit Noachlo les Adam chez le Nivra. Il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Ils ont entendu, il y a plus de raisons de se suicider que de vivre, non? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Pendez-vous. Non. Ils ont dit Varchav chez Nivra. Maintenant qu'il a été créé, l'homme, il pashpesh b'ma'asav. C'est quoi il pashpesh b'ma'asav? Il va réfléchir à ses actes. Qu'est-ce que c'est réfléchir à ses actes? C'est avoir une vigilance active et positive de régler le problème. Ce qu'on appelle en français des matzot shmurot. Traduction, dès qu'on met l'eau dans la farine, tout de suite on allume le chronomètre. Vous me suivez ou non? Parce que le temps il passe. Dès qu'on se marie, le temps il passe. Dès que l'enfant est né, le temps il passe. Dès que tu crées le business, le temps il passe. Dès que tu engages le crédit, le temps il passe. Mais qu'est-ce que les gens ils font? Ils tombent dans le coma. Et un jour ils se réveillent. Alors maintenant, j'ai pris une chose que je dis dans chaque cours. Tant pis pour vous, s'il y a des gens qui me disent « Oh, il se répète souvent. » Eh bien, c'est ça. C'est ça les gens gaga. Non, je dis ça parce que, ça, si Dieu veut, ça va éviter des centaines de divorces. Parce que ça, je constate de ma petite expérience de quelques milliers de couples. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient. Et comme ils ont des qualités chacun, on parle des gens normaux, on parle des gens gentils, des gens ninja. Donc, ils ont ce qu'on appelle un réservoir de savlanout, un réservoir de patience. Et ils usent le réservoir de patience. Ils abusent. D'accord? Les nerfs, les mauvaises qualités, les mauvaises habitudes, les mauvaises réponses, les malentendus, les stress, les mal-être, les angoisses. Ce qu'on appelle les adhérents du PSG. Vous connaissez le PSG? Non? C'est les gens qui pèsent sur la gueule. Ils pèsent sur la gueule des autres. Ils pèsent sur la gueule. Ouais. Pourquoi tu n'es pas souriant? Eh bien, c'est mon caractère. Eh ben, le jour où tu vas recevoir une lettre d'avocat, d'un seul coup, tu te dis bah, je serai souriant pour toujours. Ouais. L'autre, il est nerveux. On lui dit ah, maintenant, il est prêt à faire une thérapie. D'accord? L'hôtel est hystérique. D'un seul coup, elle dit ça y est, je vais me couper la langue, je vais m'enlever les oreilles, le nez. Tout. Pourquoi les gens ils sont prêts à changer quand c'est trop tard? Pourquoi quand on a signé l'acte de décès, le gars il dit ok, je m'engage à évoluer. Mais pourquoi t'es Ahmad? Tant que le réservoir de patience il est encore rempli, fais des efforts, améliore-toi, change, va chez l'autre, dis-lui que tu l'aimes, remets-toi en cause, bouge. Et tu vas dire, qui a dit que c'est à moi de le faire? Mais de toute façon, vous ne la connaissez pas. Et elle est folle. Et il est fou. Ah bon, ah bon, ah bon. Et d'un seul coup, quand là, allez-nous, simsilez-nous, tout. La personne, elle dit, c'est fini. Parce que tu aurais dû prévoir, parce que son deuxième prénom, c'est Capri. Ouais. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah, je suis prêt à changer. Dites à ma femme que c'est fini. Je vais changer. Dites à mon mari, je vais arrêter de faire. Pourquoi vous attendez que ça soit fini? Donc quand la pâte, elle est avant qu'elle devienne hametz, annule dans 60 fois plus de qualité. Ouais, quand ça, kodem Pessah. Pessah, c'est quoi? Pessah, la bouche qui parle. Tu as vu un défaut chez l'autre? Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Toi, tu dis non, il faut que je parle. Il faut que ça sorte. Vous pouvez l'éteindre, ça ne me dérange pas. D'accord? Bon. Ouais. Parce que quand tu auras parlé,
Tu sais, il y a un dicton en arabe qui dit « on ne regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit ». Parce que quand tu les as dit, même tu les as dit sous les coups de la colère, même si tu ne le pensais pas, même si tu n'as pas réfléchi, même si tu le regrettes, même si tu jures sur la tête des enfants que tu ne recommenceras pas, mais tu l'as dit quand même. Donc, Kodem Pessah, avant que la bouche elle parle, ouais, Adam Yachol Levatel, tu peux annuler. Alors profite, annule. Réfléchis, tu vas parler maintenant, tu vas faire une remarque désobligeante, tu vas faire un pic, tu vas faire la gueule, réfléchis, Jacob. On va bien, on est en bonne santé, on a des beaux enfants, grâce à Dieu, on vient de faire la bar mitzvah du petit-fils, on a la parnassa, on a la santé, t'es joli, moi je suis mignon, on s'accorde tous les deux, on a une belle maison. Pourquoi on est méchant? Pourquoi on fait des bêtises? Pourquoi on parle mal? Pourquoi on regarde la voisine? Pourquoi on devient folle? Pourquoi on s'accroche à des bêtises? Pourquoi on se prend la tête avec la belle-mère? Non, mais je veux dire qu'elle réfléchisse, d'accord? C'est pas une halakha, c'est un conseil. D'accord, mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Et si tu vas me dire, c'est trop facile, vous êtes en dehors de la situation, vous connaissez pas ma souffrance, mais je vais te dire pourquoi. Parce que quand ça sera mort, d'un seul coup, tu vas m'appeler, tu vas me dire, je suis prêt à changer. Alors pourquoi tu légitimises ta lourdeur quand il y a encore de l'espoir et quand tu en as plus, d'un seul coup, tu es prêt à bouger? C'est vrai ou non? Donc, il faut faire des matzot shmurot. Il faut garder son shalom bayit. Il faut garder ses enfants. Il faut garder sa religion. Il faut garder sa relation avec Hachem. Sinon, si tu n'es pas chômeur, si tu n'es pas en vigilance active et positive, je peux te dire que le Hametz, il va venir puisqu'il est dedans. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un il est dégoûté de la Torah, il est dégoûté de la Torah. Quand quelqu'un il est dégoûté de la prière, il est dégoûté de la prière. Quand quelqu'un il est dégoûté du couple, il est dégoûté du couple. C'est que c'est le couple qui est devenu dégoûtant. Donc si tu t'es pas entretenu, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas construit, si tu n'as pas continué à draguer, à améliorer, à affiner, ton couple, il va devenir la torture. Le bonheur, il amène le malheur. Parce que tu n'as pas évolué, parce que tu n'as pas changé, parce que tu n'as pas compris que maintenant, elle est différente, c'est plus une gamine, c'est une femme. Toi aussi, tu es devenu un homme. Maintenant, vous avez des grands-enfants. D'accord? Maintenant, on a 50 ans, maintenant, on a un autre rationnel. On n'est plus des coqs excités comme ça, oui? On est des personnes, on se pose, on fait des choses ensemble, on a un échange, on communique, on évolue. Ça s'appelle qu'on est chômeur. On fait des mitzvot shmurot. On fait des matzot shmurot. Vous me suivez ou non? C'est pareil, le business, tu vois qu'il ne marche pas comme ça. Tu t'adaptes, tu changes, tu bouges, tu évolues. Tu dis, non, mon père, il a fait ça, mon grand-père, il a fait ça. Eh bien, ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Alors, tu t'adaptes. Il te reste un petit capital, fais autre chose. Non. J'ai dit non, jusqu'à la mort. Une fois, 1h30, j'ai parlé avec un gars comme ça. 1h30. Pour moi, 1h30, c'est beaucoup. En un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. D'accord? J'ai parlé 1h30. Au bout d'une heure et demie, pourtant, le gars, il avait un cerveau. Après, oui, il y a des études et tout. Comme quoi, ça ne veut rien dire. On peut être licencié de partout et être nul. D'accord? Au bout d'un moment, il était tellement bloqué, mais c'est pas de la psychorigidité, c'était une espèce de réincarnation du granit breton. Une tête dure. À la fin, tellement j'en pouvais plus, parce que j'ai intellectuellement, émotionnellement, la culpabilité, l'amour, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai truqué, je l'ai touché, rien. Storbo, pour ceux qui ont connu, c'est une marque très très connue. D'accord? À la fin, j'en pouvais plus. Je lui dis, tu sais la différence qu'il y a entre un obstiné et un déterminé? Il m'a dit non. Je dis, il y en a un des deux qui est un CON. Je dis, choisis-toi. T'es obstiné ou t'es déterminé? Ah, mais comment je peux savoir? Mais c'est très simple. Est-ce que ton argumentaire, c'est une raison ou un prétexte? Si c'est un prétexte, c'est que t'es un obstiné. Si c'est une raison, c'est que t'es déterminé. Maintenant, raison, ça vient de raisonnable. Maintenant, quand tu refuses d'être raisonnable, la preuve, tu refuses de parler, tu refuses de confronter, tu refuses d'échanger, c'est que tu sais que tu as tort. Alors, comment quelqu'un qui sait qu'il a tort, il continue à s'enfoncer dans la réflexion? Parce qu'il est têtu. Parce qu'elle est têtue. Parce qu'elle est en victimisation. Parce qu'elle s'est trouvée un statut. Je suis Madame la souffrance. Il est devenu lui-même le mur des lamentations. D'ailleurs, il se plaint tellement que des fois, tu te dis, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un bout de papier dans le nez. C'est normal, il se prend pour le cocktail. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, des fois, tu te dis, mais ça suffit la souffrance.
Ça suffit de faire la tête. De toute façon, on va mourir. Vous le savez, ça. On va mourir. Je sais, Chazvé Shalom, Simsi Leno, Altif Tarpela Satan, Dieu préserve, Simsi Leno. Ok. Moi aussi, j'ai pas envie de mourir. Ouais. Mais surtout, je veux pas mourir de mon vivant. Mais quand tu fais la gueule pendant 15 ans, quand tu restes ignorant, tu vas pas à la synagogue parce que tu sais pas lire, mais le goy, il apprend à lire, je peux pas apprendre à lire. Ah, j'ai honte, je vais rentrer là-bas à la tisse, je sais pas lire. Le goy, il vient des hauteurs du Vercors. Il arrive là-bas, bonjour, je m'appelle Mathieu de la mort, oui. Je m'intéresse au judaïsme, est-ce que quelqu'un pourrait m'apprendre l'hébreu? Le mec, il apprend, il n'a pas honte. Toi, tu es né au Maroc, ton arrière-grand-père, c'était le grand rabbin de Marrakech. Ok, t'as tout oublié, mais apprends à lire. Non, messieurs, la fierté. Mais je vais finir par croire que la maroquinerie n'est pas qu'une fabrique de cuir. On parle du cuir marocain, il est très très solide. Surtout le crâne de chameau. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je sais que l'eau et la farine, elles produisent le chametz. Je le sais. Je sais que la confrontation, elle génère les tensions. Je sais que la coexistence, c'est plus dur que la cohabitation. Je le sais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à vivre en parallèle. Bonsoir. Il y a quelque chose à manger? Non. On fait le 5e. Tu rêves. À demain. Tu dis, non, moi je ne suis pas mort hier. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Pourquoi ton quotidien, il est pourri? Tu sais pourquoi? Parce que tes vacances sont extraordinaires. Moi, je donne ce conseil. Fais des vacances pourries, parce que ça dure une semaine, et fais un quotidien extraordinaire. Tu vas dans une agence, tu dis bonjour, je suis avec ta femme, tu dis voilà, donnez-moi l'endroit le plus pourri. Genre une banlieue de Budapest, ou avec un hôtel pourri. Un endroit où le temps, il est pourri. L'ambiance, elle est pourrie. L'accueil, il est pourri. Les produits sont pourris. La bouffe est pourrie. Donnez-moi un truc pourri. Enfin, je comprends pas, c'est vos vacances. Un truc pourri. On y va là-bas et on met une ambiance pourrie. On s'engueule pourri. Elle-même, elle fait exprès. Elle vient quand elle est nida, comme ça, double peine. D'accord? Et quand ils ont passé cette semaine pourrie, ils rentrent à la maison. Mais c'est the bonheur. C'est the couple. D'ailleurs, ils sont en photo sur le catalogue, d'accord? Parce qu'ils ont compris maintenant. Ils ont mis le pourri à ce moment-là et après, tout va bien. C'est ça qu'il faut faire. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pourrissent leur quotidien. Là, tu fais la tête. Là, une contradiction. Là, une contrariété. Là, tu m'as pas dit que ta mère, elle venait Shabbat. Là, tu m'as imposé l'endroit des vacances. Là, tu as dépensé l'argent comme il fallait pas. Là, tu as bu de l'alcool, tu m'as fait honte en public. Là, tu m'as charrié devant tes copines, je me sens mal. Et ouais, combien? Mais combien de hametz? Combien? Vous n'êtes pas fatigué d'en bouffer du hametz? Donnez-lui un verre d'eau, je mets. Donnez-moi un verre d'eau rave. J'ai envie de dire tonton pourquoi tu. Bon, mais... Alors, mais l'idée c'est quoi? Restez calme. Alors regardez le Rav Dessler, qu'est-ce qu'il dit? Le Rav Dessler n'était pas séfarade, mais il était très très intelligent. Il a dit comme ça. Itragel. Les itragel. Il faut s'habituer. Les habit al-chavero, de regarder son ami, be'ofan sheumabit al-atzmo, dans le regard que lui, il a sur lui-même. C'est que moi, je dois m'habituer à regarder l'autre tel que lui se regarde. C'est un petit peu le thème de la soirée. Ouais. Mais j'ai voulu vous l'adapter à Pessah quand même, parce que bon. Ouais. Donc, c'est que moi, en général, je regarde l'autre avec mon regard à moi. C'est d'ailleurs pour ça que je ne le comprends pas. Parce que je le regarde l'autre avec mes critères à moi. Par exemple, quand un homme il regarde une femme en tant qu'homme, il ne comprend pas pourquoi la femme elle réagit comme ça. Quand la femme elle regarde l'homme en tant que femme, elle ne comprend pas pourquoi son mari réagit comme ça. Toi, tu dois regarder l'autre tel que l'autre se regarde. Il dit comme ça. Kol ha'ka'as, toute la colère. Kol ha'sin'a, toute la haine. Amerivot ve'aktatot, toutes les querelles. Ba'im, et viennent, mishum
Parce que Kol Echad Ro'eh et Atzmo Bemabat Shone. Parce que chacun se regarde lui-même avec un regard différent. Ou Memaen Lirot et Atzmo, et il refuse de se regarder lui-même Be'ene Chavero, dans les yeux de l'autre, selon le regard de l'autre. Alors je traduis. Hachem, il a fait un grand cadeau. Et il a fait une catastrophe. Le grand cadeau, c'est que nous sommes tous différents. Et la catastrophe, c'est que nous sommes tous différents. Même ce grand philosophe-là, l'inventeur du détartrant, comment il s'appelait? Sartre. En fait, c'était un plagiat parce qu'il avait repris de Sif. Mais il paraît que c'est récurrent chez eux. Ça va? Qu'est-ce qu'il avait dit, Sartre? Il avait dit l'enfer, c'est les autres. Il avait raison ou non? Levez la main les névrosés. Bien sûr qu'il avait tort. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est l'autre quand tu refuses la différence. Mais quand tu acceptes la différence, non seulement que l'autre, c'est pas l'enfer, mais l'autre, c'est l'accès au paradis. Parce que comment tu grandis? Grâce à la différence de l'autre. La preuve, comment on appelle l'intelligence en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Ouais. C'est l'incapacité à s'adapter. Ce qu'on appelle vulgairement l'immaturité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à s'adapter. Et c'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Alors que la maturité, justement, c'est de réussir à se remettre en cause. Maintenant, quelle est la plus grande opportunité de remise en cause? C'est l'adaptation à l'autre, puisque l'autre est différent. Et comme tout le monde est différent, si tu trouves quelqu'un qui est adapté à tout le monde, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Ce qu'on appelle la sociabilité. Mais quand quelqu'un il est adapté à personne, parce que celui-là je l'aime pas, celui-là c'est pas mon style, celui-là c'est pas mon genre, celui-là il est trop religieux, celui-là il est pas assez religieux, celui-là il est gros, celui-là il est maigre, celui-là pour qui il se prend, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle croit. Quand tu es adapté à personne, c'est que tu es personne. Faites l'expérience. Hein. Je ne le propose pas à tout le monde parce que des fois il y a des chocs émotionnels très graves. C'est que si vous mettez devant une glace et qu'il n'y a personne dans le reflet, c'est que personne n'est devant. Ça va trop loin pour vous au niveau abstraction ou ça va? Tu dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas se mettre devant un miroir et il n'y a personne en face. Mais si, parce que le miroir, c'est le regard de l'autre. Le miroir, c'est l'appréciation. Le miroir, c'est le sourire. Quand tu vois quelqu'un sourire, c'est que tu es quelqu'un de sympa. Quand tu vois quelqu'un qui fait la gueule, c'est que tu n'es pas sympa. Tu dis non, parce que au fond de moi, je suis heureux. Mais il faut un scaphandre pour aller te voir. Tu es le cousin du commandant. Toi aussi, tu te costaud. D'accord? Non, tu dois être bien. J'ai donné souvent cet exemple. Un gars comme ça qui est venu me voir, il me dit oui, Rabbi Chetrit, oui, j'en ai marre, je vais divorcer parce que ma femme elle fait tout le temps la tête et ma fille elle a un caractère pourri, mon fils il est à moitié fou, j'en peux plus de cette famille, je veux divorcer, j'ai le droit au bonheur. J'écoute, ok, je t'écoute, je t'entends, mais j'ai un problème. Il me dit ah bon, c'est quoi? Je dis je connais ta famille, ta femme elle est très très souriante, tes enfants ils sont très équilibrés, ils vont très bien, mais c'est vrai que quand tu arrives à la maison, tout le monde fait la tête. Même une joie elle devient une lévaya. Elle devient un enterrement. Tout le monde se met à pleurer. On cherche le cercueil et c'est toi. D'accord? Et là, j'ai dit cette phrase qui est restée célèbre. J'ai dit, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Alors, comme c'était genre un gars qui croyait qu'il réfléchissait, parce que les gens, ils confondent gérer et digérer. Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, je ne peux pas venir quand je ne suis pas là. Blainara. T'as fait ça avec ton cerveau, j'aurais vraiment imaginé que tu avais utilisé un autre membre. Mais je lui ai dit, quand j'ai dit tu devrais venir quand tu n'es pas là, c'est que ton côté négatif, ton côté mchen, ton côté lourd, ton côté blata, ton côté négatif, ton côté perfectionniste dans le négatif, quand il n'est pas là, celui-là tu le laisses dans la voiture, tu le mets dans le caniveau, tu l'écrases sous un bus et tu rentres à la maison. Tu devrais venir quand tu n'es pas là. Et tu verrais que ça se passe très bien. Vous suivez ou non? C'est ce qui est marqué ici. Quand moi, je vais m'habituer à regarder l'autre tel que l'autre se regarde. Et moi, je vais essayer de me regarder comment l'autre me regarde. Pourquoi?
Parce qu'il y a ce que je montre et il y a ce que l'autre voit. J'ai dit souvent à des gens, fais attention parce que ton fils te voit. Il m'a dit, oui, mais je sais ce que je lui montre. Mais non, tu confonds ce que tu lui montres et ce qu'il voit. Par exemple, toi, tu es énervé, donc tu cries. Toi, tu crois que tu lui as montré que c'est important de s'énerver pour les choses importantes. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu es hystérique et en perte de contrôle de toi-même. C'est ça qu'il a retenu. Ouais. Toi, tu mens pour le shalom. Mais lui, qu'est-ce qu'il a retenu? Que c'est une mitzvah de mentir. Toi, tu frappes le petit parce qu'il ne t'écoute pas. Donc, lui, il a compris que pour obtenir quelque chose de son frère, il faut qu'il le frappe. Donc, regarde ce que tu montres et regarde ce que lui, il voit. Maintenant, tant que toi, tu ne te mets pas dans son regard à lui, tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de lui donner un mauvais exemple. Puisque toi, tu es convaincu en 2 mots que ce que tu fais, c'est bien. En 2 mots. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici, Rav Dessler? Il a dit tout le karas, la colère, et toutes les querelles, elles viennent de ça. Elles viennent du fait que je suis différent et je ne m'adapte pas. Comme l'eau et la farine. Parce que rappelez-vous que la farine et l'eau ne se ressemblent pas. Et pourtant, la pâte, elle est bonne. Vous savez comment dans la halakha, on reconnaît la pâte à pain? Un des signes de la pâte à pain, c'est quoi? Quand vous prenez du pain, comment vous savez si c'est du pain ou si c'est du maisonnote? Par exemple, si ça se casse en deux, c'est une galette. Pendant l'année, on fait maisonnote dessus. Ouais, ça s'appelle une pâte brisée, un peu comme ton cœur. Mais s'il y a des fibres, que quand on déchire le pain, on voit les fibres qui se séparent les uns des autres, ça s'appelle une pâte à pain. Maintenant, pour qu'il y ait du fibre, il a fallu faire une interpénétration entre les atomes de la farine et les atomes de l'eau. Donc l'eau qui était extrêmement sèche, elle a disparu à l'intérieur de la farine. L'autre qui est extrêmement mouillée, elle a disparu dans la farine. Et la farine, qui était très très sèche et qui était en plusieurs éléments, elle est devenue un seul élément, grâce à l'eau. Ça veut dire que l'eau s'est transformée par la farine, et la farine s'est transformée par rapport à l'eau. Vous me suivez ou non? Maintenant imagine, on fait un business, toi et moi. Moi j'ai 200 litres d'eau, toi tu as 200 kilos de farine. Tu sais quoi, on va faire un business ensemble, on va faire des halotes, on va les vendre à Nice, vendredi matin. Et moi, je te donne les 200 litres d'eau, et toi, tu me donnes les 200 kilos de farine, et on pétrit, et on truc, on fait 200 kilos. Paf, super. D'après, toi, tu viens, tu me dis, tu sais quoi, j'en ai marre de ta tronche, rends-moi l'eau. Je peux pas, elle est dans la pâte. Reprends ta farine. Je peux pas la reprendre. Pourquoi? Parce que l'eau, elle s'est transformée dans la farine, et la farine s'est transformée dans l'eau. Ça va jusque-là ou ça va trop vite? Alors dites-moi, comment les gens ils font pour divorcer? Femt ou lel? Parce qu'ils ne se mélangent pas, parce qu'ils ne se transforment pas, parce qu'ils ne changent pas. Ils restent les mêmes, ils restent eux-mêmes, ils restent dans leur égoïsme, ils restent dans leur lourdeur, ils restent dans leurs a priori, ils restent dans leurs intérêts personnels, ils restent dans leur vision des choses. Alors en fait, tu crois qu'ils sont ensemble, mais en fait ils sont l'un à côté de l'autre. Tu crois qu'ils coexistent, alors qu'en fait ils cohabitent. Et les séparer, c'est très vite. Une querelle, les nerfs, ou alors la vieillesse, ou alors la comparaison, parce que les goïms ils disent que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Et tu ne peux pas rester une Madonna toute ta vie. À un moment, tu vas être la mère de Denis. C'est irréversible. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la pâte, ouais, on dit d'ailleurs, c'est une bonne pâte. Elle contient le chametz. Maintenant, il y a 2 manières d'éviter qu'une pâte devienne chametz. Il n'y a que 2 manières. Soit tu mets la pâte au four, et donc tu arrêtes la fermentation, on appelle finaliser l'acte. Soit tu continues à pétrir la pâte. Vous me suivez ou non? Alors c'est pareil, il y a toi, il y a moi. On est différents. On se confronte. Écoute chérie, il faut que je te parle. Maintenant, on va parler d'argent. Ouais, parce qu'il y a une très très grosse crise de conflit dans une certaine ville du Maroc que je ne citerai pas. D'accord? Donc, on va parler de la famille. On va parler des enfants. On va parler des nerfs. On va parler de ton caractère. On va parler de mon caractère. On a 1 million de sources de conflits. C'est quoi ces conflits? C'est le rapport entre toutes ces miettes de farine et toutes ces gouttes d'eau. C'est des conflits. D'accord? Maintenant, quand moi je vais pétrir la pâte, qu'est-ce que je fais? Je crée de l'union. Je crée de l'harmonie. Je crée de la communion. Je crée de la solidarité. La preuve que c'est solidaire, c'est que quand je tire la pâte d'un côté, le reste suit. C'est un seul morceau. Ouais.
Donc ça s'appelle qu'il y a l'homme et il y a la femme et il y a le couple. Il y a la farine et l'eau et la pâte. Maintenant, la pâte est une entité à part. Est-ce que vous êtes prêts à faire de la bonne pâte tous les deux? Ou tu dis non. Moi, je veux bien me marier, mais attention, hein, je garde mes avantages de célibataire. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu appelles faire un effort et se sacrifier pour l'autre, en fait, ça s'appelle créer une entité à part qui s'appelle le couple. Parce que la vraie question, c'est est-ce que le couple, c'est toi et moi, ou le couple, c'est ni toi ni moi? Je sais ce que vous allez me dire. Alors si c'est ni toi ni moi, c'est qui? Il y a quelqu'un d'autre, je savais. Très très parano, hein. Ouais. Je lui dis, mais non, JG, ça veut dire jeune belle. C'est qu'il y a toi et moi. Il y a ton égoïsme et mon amour-propre. Et ton orgueil et ma lourdeur. Et ton blata et ma bêtise. Maintenant, ça, c'est de l'individuel. Viens, mon amour, on met de côté notre individuel au profit de notre couple. D'accord? C'est comme si les deux, on est en train de se prendre la tête. On va se désincarner. On sort les deux de nos deux corps. Et on se rejoint et on regarde les deux imbéciles en train de s'engueuler qui se trouvent accessoirement avec nous. On dit, mais dis-moi, pourquoi ils s'engueulent ces fous là? Oui, parce qu'elle a fait une réunion sur la voiture. Ok, mais elle a été sauvée de l'accident. Oui, parce qu'elle a acheté un tailleur à 100 euros. Ok, mais qu'est-ce que tu préfères qu'elle achète un linceul à 80? D'accord? Bon, parce que sa mère, elle a oublié de dire Shabbat Shalom. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de sa faute si la mère, elle est folle. C'est pas d'accord, pourquoi tu veux lui imposer sa famille? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend du recul par rapport à ce qu'on vit, on enlève la dimension émotionnelle, orgueil, égoïste, égo, on arrive à gérer la situation. Ça s'appelle ni toi ni moi. D'accord? C'est-à-dire que nous deux, on doit raisonner qu'est-ce qui est bon pour le couple, qu'est-ce qui est mauvais pour le couple. À chaque fois que tu vas parler, à chaque fois que tu vas agir, à chaque fois que tu vas penser, tu réfléchis cette pensée-là. Genre, mon mari, c'est un khmar, il comprend rien. Ouais, ma femme, de toute façon, elle est débile. Cette pensée-là, fais attention. Parce qu'elle construit quelque chose dans ta tête. Elle fait du chametz. Après, tu t'étonnes que tu lui parles mal, que tu lui fais pas kavod, que tu l'oublies dans l'ascenseur. Puisque tu as déjà divorcé mentalement. Donc, quand tu luttes contre les mauvaises pensées négatives qui détruisent son couple, quand tu luttes contre les actes négatifs, je te parle même pas de lever la main, Hazve Shalom, d'accord, mais même lever le ton, ouais, même de ne pas penser à appeler, même de ne pas se rappeler de l'anniversaire. Tout ça, ce sont des actes qui sont du chametz. Et toi, tu gardes la pâte. Vous me suivez ou non? Rappelez-vous comment on fabrique la pâte. Comment on fabrique les matzot. C'est une équipe. Ils sont liés les uns aux autres. Il y en a un, il ne fait qu'une seule chose. Une seule. Il prend la dose de farine. Il y en a un, il fait une seule chose. Il met l'eau dans la farine. Il y en a un, il fait une seule chose. Il chronomètre. Il y en a un, il fait une seule chose. Il fait la pâte. Après, il la coupe en morceaux. Après, il donne une boule à chacun. Après, le gars, il fait que sa matzah. Il ne regarde pas la matzah de l'autre. Après, il y en a un, il fait une seule autre. Il fait une seule chose. Il fait des trous dedans avec la roulette là. Ouais. Et après, il y en a un, il fait une seule chose. Il met au four. Vous savez, on dit la matzah shmura, il faut qu'avant 18 minutes. Mais une matzah, elle ne prend même pas 5 minutes. En plus, le four, il est tellement chaud. Donc, on n'a jamais laissé le temps à la pâte de devenir hametz. Pourquoi? Parce que n'est osek ba mitzvah, patour mina avera. C'est-à-dire que si moi je suis dans la gentillesse, toi tu es dans le remerciement, moi je suis en train de te préparer Shabbat, et moi je te dis merci pour ce que tu as fait, moi je te fais des courses pour te faire plaisir, et toi tu m'achètes ce qui me fait du bien, et toi tu te maquilles bien pour être jolie pour moi, et moi je te fais des compliments parce que je te trouve jolie. Mais on n'a jamais laissé le hametz prendre. Vous comprenez ou non? Parce que quand on est occupé à complimenter, comment veux-tu qu'on dise des reproches puisqu'on est occupé à complimenter? Et quand est-ce qu'il vient le hametz? Quand on arrête de pétrir la pâte. Quand tu ne construis pas ton couple. Moi je vous dis des milliers, c'est pas que j'en ai eu 3 et j'ai fait une comparaison. Des milliers, je les laisse parler, d'abord ils ont besoin de se plaindre, de râler, de t'expliquer qu'ils ont épousé un monstre. Ouais. Et après, je leur dis, excusez-moi, est-ce que vous avez fait un travail sur votre couple? Est-ce que vous avez mis en place de la solidarité? Est-ce que vous avez une bonne communication? Est-ce que chacun il fait un travail personnel sur ses qualités sur ses défauts qui pourraient pourrir l'union?
Est-ce que vous avez un projet concret, réel, ensemble? Non, 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 non. Alors tu peux me dire qui c'est l'imbécile qui vient exiger le salaire pour un travail qu'il n'a pas fait? Ah, ah, ah. Ben non, le critère du paresseux, c'est que pour expliquer pourquoi il ne fout rien, il légitimise sa glande. Mais il dit, je suis un glandeur. Nous sommes un couple de paresseux. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai soigné des psychiatres, vous savez. C'est que les mecs qui vous soignent, moi, je les soigne. Ouais. J'ai jamais eu de formation de Shalom Bayit, de couple, de psychologie, de psychanalyse, jamais. Mais ce qu'on a fait dans le Hachem avec ma femme, les millions d'heures qu'on a parlé, mais c'est ça notre formation. C'est-à-dire que moi, je pense que chacun il devrait se débrouiller avec son conjoint. Le problème, c'est que des fois, les gens ne veulent pas se donner le mal, ne veulent pas se casser la tête. Alors, on a créé des métiers pour les paresseux. On a créé Word pour les gens qui ne veulent pas apprendre l'orthographe. On a créé les calculatrices pour les gens qui ne veulent pas calculer mentalement. On a créé les comptables pour les gens qui ne veulent pas faire des calculs. On a créé les coachs de gym pour les gens qui ne veulent pas faire des efforts de gym. Vous me suivez ou non? On a créé la dentisterie pour les sédentaires. Non, je rigole. D'accord. Parce que si tu te lavais les dents tous les jours, tu n'aurais pas besoin d'aller chez le dentiste. Mais comme tu as la flemme, donc tu vas une fois tous les 4 ans, il te refait un ravalement général. S'il reste quelque chose à changer. D'accord? Eh bien, c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que si nous, on n'était pas paresseux, ouais, si on travaillait la pâte, si on travaillait notre couple, si on s'occupe de nos enfants, si on travaille la relation qu'on a avec Hachem, si on améliore notre prière, si on met du plaisir dans notre étude, si on améliore notre Shabbat, jamais on a des problèmes. D'où ils viennent les problèmes? Ils viennent parce que, au lieu d'aller, tu t'es laissé aller. Je vous dis, le Hametz, tu n'as pas besoin de le fabriquer. Tu n'as pas besoin du poison, tu n'as pas besoin de chauffer, tu fais rien. Rien que tu laisses la pâte monter toute seule. Les problèmes dans le couple, ils viennent tout seuls. Tu pourras toujours dire, c'est son caractère, elle est influencée par sa mère, c'est son frère, c'est son truc. Tu t'es pas occupé de ton couple. Toi, tu t'es mis à fond dans ton travail. Toi, tu t'es mis à fond dans tes enfants. Toi, tu t'es occupé de ta mère au détriment de ton mari. Toi, tu t'es occupé de ton corps au détriment de ta famille. Toi, tu t'es occupé de ton argent au détriment de ton travail ou de ta famille. Donc, c'est ça le problème. Ça s'appelle le focus. Il faut bien articuler le S. C'est que quand tu zoomes sur quelque chose, le reste est flou. Donc, fais attention, parce que quand tu as fait focus sur le travail, soi-disant pour la parnassa, ta femme, elle dit, alors on n'existe plus, nous. Au travail, tu travailles. Tu rentres à la maison, tu amènes tes dossiers. Jusqu'à 4h30 du matin, tu rentres dans le lit, tu dors. Après, tu ronfles parce que tu es fatigué, tu es nerveux. Du coup, c'est moi qui dors pas. Ouais. Après, tu te barres le matin, tu prends 6 cafés, tu es nerveux, tu t'énerves au téléphone, tu m'insultes, tu me dis, Trey, où t'as mis les papiers? Je dis, écoute, chérie, reste dormir au magasin. Épouse la caissière. Et sors une kétouva de la caisse. Et c'est tout, qu'est-ce que je te dis? Ah, mais de toute façon, tout ça, c'est pour vous que je le fais, pour vous. Nous, on était très bien. Nous, on était à 1500, 1800, on était bien. Toi, tu as voulu faire 18 000 euros et maintenant, on devient fou. On était bien. Au Hachem. Combien gagnait ton père? Là-bas, en Tunisie. Le matin, une tranche de pain, une gousse d'ail, un peu d'huile, 3 olives noires, le mec qui soulevait des pianos. Toi, tu prends 22 000 calories par jour. Tu es toujours fatigué. J'ai aucune force. Pourtant, t'es un coach, un nutritionniste, un cardiologue, un chalbologue, un truc. L'autre a 104 ans, il est encore derrière sa femme. Alors, tu me satisfais pas, je vais aller voir le rabbin. 104 ans. Ouais, et l'autre 48 ans. Je suis crevé. Je suis mort. J'ai plus envie de vivre. Les gens, ils sont vieux avant d'être jeunes. Tu dis, mais quand est-ce que tu vas être jeune? Attends, pour l'instant, je vais essayer d'être vieux. Alors qu'à l'époque, les vieux, ils étaient jeunes. Tu dis, papy, calme-toi, pose-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on monte un business. Allez, viens, on achète des canapés, on va les chercher en Italie, on les ramène, on travaille. La grand-mère, 104 ans. Allez, amène-moi ce moule, invite toute la famille. Trad. Tu dis, mamie, rien que te voir, ça me fatigue.
Calme-toi un petit peu. Elle sait que quand elle va se calmer, elle va mourir. Elle sait. Tu vois pas que les gens, le lendemain de la retraite, hémiplégie, truc, arthrose, khrada, bada, circulation. Alors que l'autre, ça n'existait pas la retraite. Ça n'existait pas. 88 ans en haut de l'échelle. Allez, passe-moi les ardoises, je vais refaire le toit. Tu dis, papy, pose-toi. Ouais, l'autre, il lève la mallette. Ah, choc post-opératoire, traumatisme, thérapie, suivi psychiatrique. Il a rien que levé la mallette. Il a levé. Mais comme ça lui a rappelé son burn-out qu'il a fait chez Carrefour en 82, même si on est en 2019, mais ça fait tellement plaisir de pouvoir commémorer sa douleur. Il faut passer à autre chose. T'as marché dedans, ok, ça porte bonheur. T'es pas obligé de mettre le deuxième pied. T'es pas obligé d'en mettre partout pour que les gens ils sentent que t'as un problème. Tu te nettoies la chaussure et tu avances. La vie elle passe avant tout. Allez, bouge. Lève-toi et marche. Là, tu dis non, je suis Hametz, je resterai Hametz. J'ai un problème, je suis fou, mon psy me l'a dit. Il n'a pas entièrement tort, mais tu peux t'en sortir. Tu es nerveux, tu apprends à te calmer. Tu es radin, tu deviens généreux. Tu es blata. Au lieu de créer un site spécialement pour toi, blata.com, eh ben tu deviens sympathique et tu te remets en cause et tu deviens élastique et je sais pas, tu fais du sanchui ou j'en sais rien, tu trouves une solution. Mais tu restes pas comme ça. Tu restes pas comme ça. Ça s'appelle pétrir la pâte. Tu es en échec scolaire, ok. Eh ben tu te mets au travail. T'es pas bien. Ah, parce que j'ai subi dépression, je suis en dépression. Ok, tu as fait 5 ans de dépression. On peut passer à autre chose avant que ça devienne phobique, obsessionnel et chronique. Non, c'est pas ce que j'ai vécu. Non, rien de... Arrête. On dirait que les gens, ils se battent pour maintenir leur angoisse. Comme dans les couples. Des fois, tu te bats pour que le gars, il fasse shalom bayit et le gars, il te dit... Tu dis à la fin, tu dis, mais je suis brel. Pourquoi je m'esquinte la santé? Je préfère passer une demi-heure en silence en tenant la main de ma femme que de me prendre la tête pour un brel qui va absolument divorcer. Mais de toute façon, si tu es convaincu, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Alors qu'est-ce qu'on est en train de perdre le temps que c'est de la faute de l'autre? Et là, t'es pas convaincu. Alors viens, on change et on améliore la chose. Parce que vous êtes vivant. On peut faire mieux. C'est bizarre, non? C'est entêtement à rester dans la bêtise. Pourquoi? Parce que le gars, il est convaincu que maintenant, il est Hametz. C'est pareil, pourquoi les gens ne font pas teshuva? Ils disent, la religion c'est des bêtises, les rabbins ils ont tout inventé. Non, c'est parce que le gars il sait qu'il a fait des bêtises. Il est tellement convaincu qu'il a été trop loin qu'il pense qu'il ne peut pas revenir. Parce que l'Yetzer Hara, avant la faute, il te dit c'est pas grave. Après la faute, il te dit t'es foutu. Donc avant tu étais un ignorant, maintenant tu es coupable. C'est la force du Yetzer Hara. D'abord il t'empêche d'apprendre la Torah et après il te rend triste des avérotes que tu as fait. Parce qu'il sait que le triste, il n'arrive pas à rebondir. Mais Hachem, il a dit, si je t'aimais pas, je ne pouvais pas te faire une rupture d'anévrisme, je ne pouvais pas te faire glisser sur un trottoir, je ne pouvais pas t'enfoncer un stylo dans l'œil. Je t'ai rien fait de tout ça. C'est qu'Hachem, il dit, je t'aime, malgré rien que fait teshuva, rien que revient. Kilo erpots bemot amet. Hachem ne veut pas la mort du mort, il veut la teshuva. Alors tu m'expliques pourquoi le gars, il ne fait pas teshuva? Parce qu'il pense qu'il a été trop loin. Mais cette idée-là, que j'ai été trop loin, que je ne suis pas capable, que je suis sale, que je suis impur, elle vient d'où? À Rodon Kolo, cousin de Marco Polo. C'est encore du Yetzer Hara. Moi, des fois, je ne veux pas faire une généralité, mais des fois, je parle avec une femme, elle dit non, c'est fini, Rabbi, j'ai plus de sentiments, c'est terminé. Et moi, je la pousse. Je dis, mais regardez, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas truqué. Venez, on fait un programme, on peut aller voir quelqu'un, vous voulez voir un psy, vous voulez que je parle à votre mari, je lui donne un truc qui peut changer, vous pouvez évoluer, on peut relativiser. Et je vois qu'elle ne bouge pas. Alors je dis, vous avez rencontré quelqu'un? Elle me dit, non, ça n'a rien à voir. Je vais donc gagner du temps. Et vous avez fait une bêtise avec lui. Et vous n'avez pas vu la chose venir, vous vous êtes laissé aller, vous aviez bu un verre, vous croyez que c'était foutu, que c'est en instance de divorce. Et c'est après que vous avez fait la bêtise, c'est là que votre mari s'est transformé, il a changé, il est devenu extraordinaire. Le mari que vous avez entendu pendant longtemps, il est venu maintenant. Et vous, vous êtes déchiré en deux, parce que vous avez un trou là. Et vous vous sentez impur, et vous vous sentez sale. Et vous ne méritez plus votre mari. C'est pour ça que vous voulez le quitter. Elle se met à pleurer. Elle dit, c'était un serveur. Dans un séjour de Pessah.
Sur loralenou.com. Je lui dis, madame, vous êtes Dayan, vous? Alors, ce que vous allez faire, vous allez appeler un Dayan, vous allez poser la question. Ouais, il va vous poser plein de questions. Vous pouvez rester anonyme. Il va vous dire si vous êtes permise ou interdite. Si vous êtes permise, faites du shalom bayit. Parce qu'encore une fois, pendant 20 ans, vous étiez un couple de brel. Parce que les gens, ils se marient comme des imbéciles, ils divorcent comme des idiots. Tu vois, c'est quand qu'ils sont intelligents. Donc même s'il y a une très grosse bêtise, s'il y a une halakha qui te dit que c'est possible, d'accord? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais s'il y a une halakha, eh ben vas-y, sauve ta vie, sauve ton couple. C'est comme si ton fils, il n'a rien foutu pendant 15 ans, et un jour il dit, maman, je veux me mettre au travail, je vais retourner à l'école, je veux réussir. Tu dis, mais il a quitté l'école à 14 ans, il a traîné dans la rue, il est devenu dealer, il a traîné, il est parti, il a vécu au Brésil, il a fait n'importe quoi, après il est parti en Thaïlande, il a fait 1 an de prison, maintenant il est revenu, et il veut s'en sortir. Alors qu'est-ce que tu dis? Ah non, puisque tu as raté les 20 premières années, donc tu vois que tu vas planter les 30 prochaines. Non! Tu dis, ok mon fils, allez, je te donne le crédit, allez, on y va, allez, on s'en sort. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi tu es prêt à donner à ton fils? Tu es prêt à donner à la vie, tu es prêt à donner à l'espoir. Le gars, c'est un cancer, il est grave. Tu dis, il y a un protocole à Boston, c'est 80 000 $. Ça n'existe pas en France, tu peux le faire. Là, j'étais à Tel Aviv, j'ai rencontré un papa. Son fils, il a une maladie dégénératrice. Le gars, écoutez bien, il a trouvé un médicament qui soigne son fils, c'est-à-dire qui évite que ça aille trop vite. Ouais. Combien il doit trouver d'argent par mois pour soigner son fils pour un médicament qui n'est pas reconnu par la France, qui est donné en Israël et qui n'est pas remboursé par la Sécu? 35 000 shekels par mois. Tu me crois que le mec, il n'a même pas de quoi manger? Et il trouve l'argent. 35 000 shekels. Ça fait 4 fois 7. Ça fait combien? Pratiquement 10 000 € par mois. Et je te promets qu'il ne les a pas. Hein. Mais c'est pour soigner son fils. Qu'est-ce qu'un gars, il aurait dit? Écoute, mon fils, c'est très cher. Tu vas mourir. Habitue-toi à l'idée que tu vas mourir. Il a dit non, tu ne vas pas mourir. Et il se bat. Alors si on se bat pour un enfant, on ne peut pas se battre pour notre couple, on ne peut pas se battre pour notre neshama, on ne peut pas se battre pour notre judaïsme. Hachem nous a donné la Torah, il nous a fait naître dans un peuple extraordinaire. On a une Torah incroyable, on ne peut pas se battre. On dit, ben écoute, qu'est-ce que je te dis, j'ai pas grandi dans ce milieu, mes parents n'étaient pas religieux, puis j'ai pas appris ça, et j'ai des mauvaises habitudes, et qu'est-ce que je vais faire? J'ai épousé un gars qui n'est pas du tout dans le coup, et ça remettrait trop de choses en cause. Mais pourquoi? Pourquoi tu deviens une pierre tombale de ton vivant? La pierre tombale, c'est gravé dessus, ici, J. Ahmar. Mais toi, tu n'es pas une pierre tombale, tu es de la terre glaise, tu n'es pas content du résultat? Repétris et fais autre chose. Et bien c'est exactement pareil. La pâte, elle est là devant toi. Repétris. Maintenant, quand tu pétris, elle ne devient pas chametz. C'est un hidouche. Vous suivez ou non? Pourquoi? Parce qu'on a dit encore une fois que c'est quand tu arrêtes de pétrir que la pâte, elle devient chametz. Ça s'appelle en français le laisser aller. C'est pour ça que je vous ai dit 1 million de fois. Ce qu'il dit Albert Einstein, il dit que le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est vrai, mais ça fait de la peine pour Albert, parce qu'il aurait étudié la Torah, il aurait vu, c'est marqué Ubechokota et Téléchou. Dans mes lois, vous irez. Maintenant, c'est quoi Téléchou, vous irez? C'est le verbe l'alechet. L'alechet, c'est aller. Le Zohar, il dit Adam Oler, l'homme, il avance, l'homme, il bouge. Ouais, il faut tout le temps rester en mouvement. Regardez, tous les problèmes de santé, ils viennent parce qu'on est sédentaire. Donc, il faut être Oler. La lechet, c'est la même racine que halacha. Halacha, c'est quoi? C'est la loi. Al tikre alichot et la halachot. Ne dis pas déplacement, mais loi. Donc, puisque le mot halacha, il veut dire la loi, et alicha veut dire déplacement, ça veut dire que la halacha, c'est le mode de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace? Selon la halacha. Maintenant, la halacha, elle exige 2 choses. 1, la connaissance. 2, l'action. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas faire la halacha. Et si tu n'appliques pas la halacha, il vaudrait mieux que tu ne connaisses pas la halacha. Vous suivez ou non? Parce que les gens, tu leur dis, mais écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut mettre les téphilines. Mais je sais. Attention, c'est pas cachère. Mais je sais. Faites attention, c'est pour Pessah. Mais je sais. Regardez, vos enfants, ils sont en train de mal tourner. Mais je sais. Mais tu crois que je suis aveugle?
Votre couple, il part en sucette, mais je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais? On voit les redoublants. Laissez les autres réfléchir. Non, je suis poursuivi. Il y a des gens qui me poursuivent. Non, c'est sûr, pas casser les impacts. Le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit si j'avais su, on va te le dire. Que toute sa vie, il a dit je sais, c'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Alors, ça a l'air d'un jeu de mots, mais j'ai arrêté à 6h30 à peu près les jeux de mots. Tout ce que je vous dis, il faut le comprendre au 2e, au 4e degré. Si j'avais su, c'est que tu prends la conscience qu'en fin de compte, toute ta vie, tu t'es moqué de toi. Alors, en PNL, il y en a qui ont fait la PNL ici? Non? C'est que c'est permis d'après la loi. La PNL, vous savez pas ce que c'est? Voilà. Eh bien, ça s'appelle en français un phénomène de FTG. Le FTG, c'est le foutage de gueule. Tu te fous de toi, là. Là, tu es en train de te foutre de toi, là. Maintenant, quand tu n'es pas capable toi-même de voir que tu te moques de toi, tu as un vrai problème. Parce que tu ne peux pas évoluer. Tu peux légitimer, parce que l'intérêt des deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Ouais, ben c'est pareil. Tu sais ou tu ne sais pas. Tu connais l'halakha, applique l'halakha. Si tu connais l'halakha et tu n'appliques pas l'halakha, donc tu n'es pas oler les filles à halakha, atasaïk la lechet les filles à halakha. Vous me suivez ou non? Tu sais qu'il faut prier les minyan, prie les minyan. Tu sais qu'il faut prier dans le sidou, prie dans le sidou. Je connais par cœur. Tu sais qu'il faut mettre les tefilines, mets les tefilines. Oui, mais tu comprends, en ce moment je suis en crise, j'ai perdu mon père, Dieu n'était pas là quand j'ai eu besoin de lui. Les gens au camp de la mort, ils mettaient les tefilines. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as grossi? Ok. De toute façon, on va tous maigrir un jour. Donc, halakha, c'est un mode de déplacement. Et la Torah, elle a dit, ubechukotai telechu. Telechu, ça veut dire quoi? Vous irez. Vous irez, c'est un verbe actif, imposant et appliqué. Vous me suivez ou non? Donc, c'est quoi le contraire d'aller? Reculer, rester sur place. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous me suivez ou non? Maintenant, le problème du laisser aller, c'est que, comme tu vois que le décor défile, tu as l'impression d'avancer. Alors qu'en fait, tu t'es laissé aller. Vous me suivez ou non? Tu as laissé aller la polémique dans le couple. Tu as laissé aller le mauvais esprit. Tu as laissé aller le manque de respect entre vous. Tu as laissé aller l'argent que tu gérais plus. Tu as laissé aller le manque d'investissement chez les enfants. Tu n'as rien fait de mal. Tu as laissé aller. Le Hametz, il est venu à cause du laisser aller, du laisser faire. Vous me suivez ou non? On n'a rien fait. Et c'est ça la gravité. C'est que les gens te disent, mais Rav, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Mais c'est ça qu'on te reproche. Et c'est très bizarre dans la Torah. Parce que quelqu'un qui a rien fait, on lui reproche d'avoir rien fait. Alors que quand les gens se font attraper, la première chose qu'ils disent, mais j'ai rien fait. Ou alors ils te disent, j'ai pas fait exprès. Mais la Torah, elle est très très dure. Très très dure. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas fait exprès, la Torah lui reproche, comment ça se fait que tu as fait exprès de ne pas faire exprès? Le mec qui dit, j'ai pas fait exprès de ne pas faire exprès, puisque j'ai pas fait exprès. Alors je te donne le secret. Celui qui ne fait pas tout pour que ça n'arrive pas, c'est comme s'il a tout fait pour que ça arrive. Parce que si non-assistance à personne en danger, ça existe, alors non-assistance à ton couple, et non-assistance à tes enfants, et non-assistance à ta judéité, et non-assistance à ta conscience. Parce que là, toutes les bières que tu bois, là, tous les whisky que tu bois, j'étais Shabbat à Strasbourg. Le soir, c'était les étudiants. J'étais choqué de ce qu'ils buvaient comme vin et comme alcool. Choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les mecs, ils se versent des vins comme ça, de vin rouge, ils le boivent. Vin blanc, ils le boivent. Après, à la fin de la soirée, tu les vois avec un verre de vin rouge et un verre d'anisette. J'ai eu tellement de la peine, parce que les mecs, ils sont en maths sup, hein, c'est pas des bahas. J'ai été voir, j'ai dit, écoute-moi bien, excuse-moi, m'écris là. Je sais que tu vas peut-être le prendre mal, mais bémette comme si tu étais mon fils. Je dis, mais t'es con ou quoi? Je dis, avec un bon cerveau, avec de l'équilibre, avec de l'amour, avec la crainte de Dieu et avec la joie, c'est pas évident la vie. Mais avec le cerveau déchiré à l'alcool, t'as pas peur?
T'as pas peur de finir Brel, en plus tu t'appelles Jacques, ça veut dire que tu es prédisposé déjà. Je dis, on n'a pas le temps, c'est quoi cet alcool? Tu bois un petit verre, un demi-verre rouge, t'as mangé de la viande, t'as mangé du poisson, c'est bon, t'es bien, t'es à l'aise, t'as envie de chanter, ok. Mais là, t'es déchiré de la tête, là. Demain, tu vas mal dormir, tu vas rater la prière du matin, tu vas te réveiller pour Mincha, ouais. Après, tu vas te redormir, tu vas faire l'Avdala à 1h30 du matin, t'as raté Mincha, t'as raté Shachari, t'as raté le Kratchema, t'as raté l'Amida, t'as raté le Sefer Torah, t'as raté le Minyan, t'as raté la Shérina du Shabbat, pourquoi? Pourquoi faire? Pour te déchirer la tête. Je me suis vu. C'est qu'avant, les mecs, ils avaient un Yetzara de devenir communiste, philosophe. Maintenant, il y a un Yetzara de devenir alcoolique. La vérité, moi, pour moi, je vous dis, j'ai 58 ans, je ne suis pas très vieux. Nous, quand j'avais 20 ans, des gars comme ça, on les appelait des alcooliques. Mais t'es un chicor, t'es un ivrogne. Aujourd'hui, c'est une tendance. T'es chebran. Mais branché de quoi? De te détruire la tête. Alors je te dis, le gars, il fait rien de mal. T'as pas compris, il fait rien. Ah, pression sociale, tendance générale, tout le monde boit, tout le monde se détend, on est stressé, on a besoin de se détendre. Eh ben écoute de la musique, fais du sport, fais des pompes, je sais pas moi. Pourquoi tu te déchires la tête? Parce que quand le jour où tu en auras besoin de ta tête, et je vois, parce que les mecs, Matsup, Masmé, Bakhbaba, ils venaient me poser des questions à la fin du cours, complètement débiles. Je répondais, hein. Enfin, j'ai dit, excuse-moi, mais ta question, elle est nulle. C'est-à-dire, t'as rien compris à ce que j'ai raconté. Ah non, oui, non, oui, non, oui, non. Je fais, t'as rien compris. Alors, au lieu de te soucier de vider la bouteille, tu devrais te soucier de devenir intelligent. Parce que dans 1 ou 2 ans, tu vas être obligé de prendre des choix très importants pour toute ta vie. Et si t'es hamar, c'est pas l'alcool qui va t'aider à les prendre, hein. C'est pas les trous dans le cerveau que tu t'es créé avec l'alcool qui va le faire. Eh bien, je te dis, il n'est pas rachat, il n'est pas tordu, il n'est pas idiot, il n'est pas nul, il s'est juste laissé aller. C'est tout. Il s'est juste laissé aller. Moi, des parents, ils me disent, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils, 25 ans, toute la journée en train de jouer avec son téléphone. Il fait rien, du matin au soir. Il n'a rien fait, hein. Il a pris le goût du laisser aller. Et comme c'est toujours plus confortable de se laisser aller que de se prendre en main, quand la personne, elle rentre en échec et qu'elle trouve cette solution du laisser aller, c'est très très dur. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, ou tu pétris la pâte, ou tu mets au four. Tu mets au four, ça tu finalises. D'accord? Ambition, effort. Résultat, au four. Ouais? Tu as atteint ce niveau-là, au four. Tu commences ton permis, tu le termines. Tu commences ton bac, tu le termines. Tu commences la discussion avec ton mari, tu la termines. D'accord? Tu poses des choses, tu finalises. Il y a un problème avec un enfant, il a fait une bêtise, on en tire une expérience. Il a fait quelque chose de bien, Kolak Avod mon fils, je voulais te dire, je suis fier de toi. Voilà, je vois que tu as évolué une maturité. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis la pâte au four. Pâte au four, pâte au four, pâte au four, pâte au four. Tout ça, ce sont des matzot, des matzot, des matzot, des matzot, des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. Ouais? Et comment on a fait la matzah? On a fait rencontrer l'eau et la farine. Qu'est-ce que c'est la farine? Qu'est-ce que c'est la farine? C'est un potentiel. Qu'est-ce que c'est l'eau? C'est le déclencheur du potentiel. À chaque fois que des fois c'est moi qui mets l'eau dans la farine, des fois c'est moi qui reçois l'eau dans ma farine à moi. Maintenant, je fais une mitzvah, je fais une matzah en faisant rencontrer un potentiel avec une action. Ou le contraire, c'est moi qui va aller faire l'action sur le potentiel. Et je fais une matzah. Comment ça s'appelle? Une mitzvah. Maintenant, même pour la mitzvah, les chachamim, ils ont dit mitzvah abal yadehal tahmitzela. La mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas devenir chametz. Alors si déjà une mitzvah, elle peut venir chametz, alors tu crois qu'un acte du quotidien, il ne peut pas devenir chametz? Tu crois que ton couple, il ne peut pas devenir chametz? Tu crois que ton fils, il ne peut pas devenir chametz? Mais c'est sûr, si déjà la mitzvah, elle peut devenir chametz. Vous comprenez cette logique ou non? C'est-à-dire que même ta prière, si tu n'apprends pas la traduction, tu ne mets pas du cœur à la ressentir, tu ne te concentres pas sur la mida, elle va devenir chametz, tu ne pourras même plus la faire. Si tu évolues pas dans ton étude, fais la traduction, casse-toi la tête, essaie de comprendre le Tosfot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le Rav? C'était quoi le Rabbi Akiba Eiger? C'est quoi le Yesod de Rav Chaim? Et ouais, tu vas, tu t'assois au cours, le Rav il traduit, toi tu écoutes et tu t'endors. Après tu te réveilles. Nous, alors, et Gadal, et Kadash. Mais intéresse-toi, essaie de comprendre. Ça fait 54 ans que tu fais le Kratchema. Ouais? Tu sais ce que ça veut dire, Ushor Bechov Kumecha?
Tu sais qu'est-ce qu'on apprend de là-bas dans la Gemara? Tu sais que c'est de là-bas qu'on sait qu'il y a le Kriyat Shema du matin et du soir? Ah, je ne savais pas. Alors apprends. Il y a des livres en français, il y a des sites internet, il y a des rabbanim, il y a des baté midrashot, il y a tout. Mais bouge-toi le derrière. Sinon, je te dis, même le Kriyat Shema, tu n'as plus envie de le faire. Vous savez ou non? Alors, à plus forte raison, quand ta femme elle te dit, viens chérie, on fait un resto tous les deux, tu dis, vas-y seul, va avec une copine. Et toi, c'est pareil, tu vois que ton mari il est tout excité, il veut être un peu proche de toi. Ne fais pas la blata. Tu sais comment ça se passe? La femme avant, elle est toujours fatiguée, l'homme il est toujours excité. Mais après, c'est l'homme qui est fatigué et la femme qui est excitée. C'est le monde, il est mal fait. Donc ça veut dire que toi, tu dois faire l'effort d'être disponible. Et lui, malgré qu'il a fini, il doit faire l'effort d'être proche. C'est comme ça qu'on sait qu'on est solidaire. Sinon, ça veut dire qu'on est des consommateurs. Et ben, de la même manière, tu viens pour Shabbat. Tu viens pour Shabbat? Alors vas-y, prépare un Dvar Torah, réfléchis de quoi vous allez parler, amène les choses que les personnes elles aiment, fais leur plaisir, même si toi tu es au régime, c'est pas toute la famille qui est obligée d'être au régime. Laisse-les kiffer un petit peu, non? Quoi, tu vas leur cholestérol qu'on t'a collé à toi? D'accord? Et ben tu fais un bon Shabbat. Au dit dans la routine. La salade cuite, les aubergines, on s'assoit. Les enfants, alors on y va. Allez, restez à table. N'allume pas la télé, s'il te plaît. Papa, il fait qui douche. Et après, alors Saint-Étienne, alors Macron, alors les gilets jaunes. Allez, bonne nuit les enfants. À demain. Essayez de vous lever pour la prière quand même. Rappelez-vous que nous sommes des juifs. Peu. C'est quoi ce Shabbat de merde? Mais où ils sont les Dvar Torah? Où ils sont les petits plats? Où est l'ambiance? Où est la hninout? Où est les discussions sur le canapé? Où est la promenade avec madame? Où est la promenade avec les enfants? Ouais. Où est le chant de Shabbat? Où sont les discussions de Shabbat? Tu as fait un Shabbat pourri? Après tu t'étonnes que tes enfants ils restent pas à table. Mais tu as vu ton Shabbat pourri? Eh ben mon père aussi, c'était comme ça, on mangeait, on dormait, c'est tout. Mais oui, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu fais un bon Shabbat. Ouais. Tu développes dans l'étude de la Torah. Tu travailles sur ton couple. Il faut draguer. Vous savez qu'il faut draguer après le mariage. Sa femme. Il faut des petits textos, des petits sympathiques, organiser des voyages une fois par an. Un truc sympathique à Florence, à Venise, à Prague, je sais pas moi, aux Bahamas. Non, tu sais, c'est plus de notre âge. Ouais, c'est très cher, c'est très cher. Mais tu sais combien ça coûte un divorce? Pour toi qui es radin, tu devrais faire les comptes. Tu sais combien ça coûte une dépression? Ça coûte très très cher. Un resto, minimum un resto par mois. Fais plaisir. Et dans la journée, mon amour, je t'aime, je t'adore. Pourquoi tu m'appelles? Pour entendre ta voix. Oui, je sais, réveillez-vous, réveillez-vous. Ça, si Dieu veut, ça va venir. Allumez des veilleuses, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que si on est malin, ouais, comme on drague son conjoint, d'accord? Alors on drague la Torah aussi. Il faut draguer la Torah. Il faut draguer, il faut chercher des chidushim, il faut poser des questions orales, essayer de l'attraper sur un truc dans la paracha ou dans... Parce que tu dragues la Torah. Alors tu donnes du tam, tu donnes du goût. Ouais, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. S'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de goût. Après, ne dis pas, oh, les enfants ils sont très éloignés, je crois que c'est parce qu'on ne les a pas mis dans la bonne école. Mais est-ce qu'il y avait du goût déjà dans ta bouche à toi? Est-ce qu'ils t'ont vu baver devant la Torah? Est-ce qu'ils t'ont vu faire le kavod des chachamim? Est-ce qu'ils t'ont vu écouter le shiur où tu t'endormais quand le rabbin parlait? C'est ça le problème. Ça veut dire que ton amour de la Torah, c'est leur amour de la Torah. Ton amour de la religion. Moi, une fois, il me dit, Rabbi Chitrit, qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant qui ne se lève pas le samedi matin pour la synagogue? Moi, je lui dis, mais d'où il a su qu'il pouvait ne pas y aller? D'où il a su? Vous avez compris ou non? Moi, mon père, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu un samedi matin au lit. Ça n'existait pas. Il neige, il grêle, il pleut, il gèle, il va à la synagogue. C'est normal. On marchait comme des camarades, au Tournelle, pour ceux qui ont connu. Ouais. On arrivait là-bas, la synagogue elle était glacée. Il n'y avait même pas encore la lumière. On arrivait avant que ça commence. Les kétorets, c'était comme ça, c'était normal. Toi, tu dis, ah, il est jeune, laisse-le profiter, il a une semaine difficile. Et après, il a 19 ans, tu lui dis, David, quand même, la prière une fois par semaine, quand même. Quand même, David. Ah non, j'en ai marre, ne m'appelez plus David, c'est trop communautaire, appelez-moi Kevin. Tu m'enfin, Kevin, c'est Christine qui t'a mis ces idées-là?
Kevin, ce qui va t'arriver. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas pétri la pâte de tes enfants. Vous suivez ou non? Tu as laissé aller. Tu as laissé aller. Et le Hametz, il est venu tout seul. Bien. Ouais. Et tu peux le mettre au four, hein. Ça ferait une baguette. Tu le mets au four tant que c'est une matzah. Tu finalises. Tu installes. Tu construis. Ouais. Et là, à ce moment-là, vous avez compris que tout le principe, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une halakha très bizarre à Pessah. Si quelqu'un, il a vérifié toute sa maison, elle est cachère, d'accord, il n'y a plus de Hametz. Et il est tranquille, 3e jour de Pessah, détendu, avec sa Gemara, avec sa Agada, en train d'étudier, tranquillement, d'accord, le mois de Pessah. Et il y a un chat qui rentre avec un crouton de pain de 70 grammes. Il rentre, trac, il le voit. Et lui, il se met à lui courir après, il le suit dans la chambre, il le suit dans la salle de bain, trac, il monte par la fenêtre, il sort dehors. Mais il voit quand il est sorti qu'il n'avait pas le Hametz. Donc il a compris qu'il est à la maison. Je sais ce que vous allez dire. Eh bien, c'est le Hametz du chat. Non. Le chat, même s'il s'appelle Félix, il n'a pas de titre de propriété. Quand le Hametz il rentre dans ta maison, c'est ton Hametz à toi. Et la Torah, elle a interdit de conserver du Hametz à Pessah. Comment tu vas faire maintenant? Il y a du Hametz chez toi. Et cet interdit-là, il est à chaque seconde. Chaque seconde, tu transgresses l'interdit de posséder du Hametz. Tu deviens fou, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu commences à chercher le Hametz. Si c'est pendant Yom Tov, tu le trouves, tu le recouvres, tu le mets de côté. Après Yom Tov, tu le brûles. Si c'est pendant Chol Hamoed, tu l'attrapes, tu l'écrases, tu le brûles tout de suite. Ok. Maintenant, si tu dis, eh ben écoute, tu sais, je vais le chercher tout à l'heure. De toute façon, je sais qu'il est là. Je vais le chercher. Attention, ta maison, elle a une Cheskat Kashrut. C'est-à-dire maintenant, elle a un statut de maison cachère les Pessar, puisqu'il t'a enlevé tout le Hametz. Quand il est rentré le chat, il a enlevé ce statut, puisqu'il a mis du Hametz. Vous me suivez ou non? Maintenant, il pose la question, les commentaires. Il dit, mais je ne comprends pas. Ok, je vais chercher le Hametz. Mais pendant que je cherche le Hametz, je transgresse l'interdit d'avoir du Hametz chez moi. Il dit, le Ran a un hidouche incroyable. Il dit, pendant tout le temps où je suis en train de chercher, la Torah ne comptabilise pas que je transgresse l'interdit de posséder. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quelqu'un qui a un problème, il a un problème. C'est vrai. Mais quelqu'un qui cherche à se sortir de son problème, il a déjà plus de problème. Parce qu'il veut s'en sortir. Donc quand tu vois que ton fils il fait des efforts, même s'il n'a pas encore atteint les résultats, récompense-les pour les efforts. Même si la prof, elle te dit oui, mais il n'a pas atteint le niveau, la moyenne de la classe, tu dis écoute-moi, je l'ai vu passer tout samedi après-midi, tout dimanche après-midi à faire des maths. Moi, je t'offre un cadeau. Bon, tu as eu 4, mais tu as bossé. Je te donne, parce que tu as travaillé. D'accord? C'est pareil. Si tu vois que ton mari fait un effort vers toi, ne commence pas à dire « Oui, c'est trop facile, c'est parce que le rabbin il t'a dit. » Parce que je vois les femmes, elles viennent « Ah, mais Chétrit, mon mari me dit jamais qu'il m'aime. » J'ai écouté madame, si je lui dis de vous dire qu'il vous aime, vous allez dire c'est qu'il l'a dit parce que c'est le rabbin qui l'a dit. Et oui, mais si vous ne lui dites pas, il ne le fait jamais. Alors je dis, c'est à vous de susciter chez lui le besoin de le dire. Elle me dit, mais donnez-moi le secret. Je dis, je ne l'ai pas, mais demandez à Victoria. Donc ça veut dire qu'une personne, d'accord, une personne, elle doit avoir cette capacité solidaire de donner à l'autre l'envie. C'est tout un programme, ça s'appelle l'envie d'aimer, d'accord? Mais c'est ça l'idée. Maintenant, de la même manière, je vais encourager l'enfant. Comment je vais faire? Je vais dire, révise, casse-toi la tête. Non, je vais travailler. Moi, je donne souvent cet exemple. Les gens me disent, comment on fait le Rav Chétri? Le dimanche à Milan, le lundi à Londres, le mardi à Toulouse, le mercredi à Paris, le jeudi à Montpellier. Mais comment vous faites? 12 heures de vol, 12 heures de vol, 14 heures de vol, 5 heures, 9 heures de décalage, 10 heures de décalage. J'ai la vérité, béhémeth. Les gens me disent, ah, quand la cavote. J'ai la vérité. Moi, mon père, je l'ai vu 11 heures par jour sur une machine à coudre. 11 heures, pas 10 minutes comme ça, tu fais, oh, j'en ai marre, 11 heures, à monter des blousons, avec le tas de blousons par terre, il a les morceaux coupés, et toute la journée, c'est des grosses machines industrielles, là, ouais. Donc quand tu as vu ton père 11 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour Los Angeles. C'est pas fatigant. Vous comprenez ou non? Donc c'est pareil. Quand tu as montré à ton enfant comment tu es dans le travail, c'est facile. Si ton fils il te voit devant un livre, il trouvera normal de prendre un livre. Si tu vois affaler devant la télé, il trouvera normal de regarder la télé. Si tu vois excité sur ton Facebook, ouais,
C'est normal qu'il ne va pas chercher le visage de ton père, puisqu'il a déjà un Facebook. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que c'est ça. Si toi, ta fille, elle te voit en train de préparer le Shabbat, ou d'organiser quelque chose, ou de s'occuper d'une association, ou si elle te voit en train de t'angoisser parce que tu as cassé un ongle, tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. Il faut que je trouve un psy sur Internet parce que j'ai cassé un ongle. Mais mon amour, c'est pas l'ongle qui est cassé. C'est le cerveau. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez compris, que quand quelqu'un, il est occupé à faire le bien, quand quelqu'un, il est occupé à trouver la solution, il est déjà plus dans le problème. Ça va? Et enfin, une dernière halakha avant de vous laisser partir. Vous savez que la veille de Pessah, on fait l'abdikat Hametz. On cherche le Hametz. Pour le lendemain, le brûler. Maintenant, quand on va faire l'abdikat Hametz, on doit faire la bracha Asher Kideshanu Bemizvotav Vetzivanu Al Biur Hametz, sur la destruction du Hametz. Il demande les commentaires. Il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, quand on fait une bracha, on doit faire l'acte de la bracha juste après, l'acte de la mitzvah. Par exemple, quand vous faites le zalo mikvé, vous dites à la tvila et vous rentrez au mikvé. C'est normal. Quand vous allumez les nérots de Shabbat, quand vous mettez les tefilines, vous dites les aniar tefilines et vous mettez les tefilines. Maintenant, est-ce que je peux faire la bracha mardi matin et mettre les tefilines vendredi matin? Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est over la siatan. Tout de suite, il faut faire. Alors, il demande les commentaires. Comment ça se fait que je fais la bracha al biur chametz sur la destruction du chametz la veille, alors que c'est que le lendemain matin que je vais brûler le chametz? Donc il va se passer presque 12 heures. C'est pas normal. Alors vous allez dire, il faut bien faire une bracha. Non, moi j'aurais dit la vérité, j'aurais dit, le soir, je vais faire la bracha al bdikat chametz, même une mitzvah de Rabbanan. On peut faire, il y en a, même le Ran, il pense que la bdikat chametz, elle fait partie du bio chametz, donc c'est minatora. Mais les autres qui pensent que c'est midi Rabbanan, j'aurais pu dire, Asher kedeshanu mimizotav etzivanu al bdikat chametz, sur la mitzvah de rechercher, j'aurais recherché le chametz. Et le lendemain, j'aurais refait une autre bracha al bio chametz. Comment ça se fait qu'on fait la bracha al bdikat chametz, al bio chametz, la veille? Vous me suivez ou non? Alors, on a dit la recherche du chametz, c'est d'enlever toutes les miettes, c'est d'enlever tous les céréales, c'est d'enlever tous les gâteaux, d'enlever le whisky, d'enlever la bière. Ok. Mais on peut en même temps chercher le chametz personnel. D'accord? L'orgueil, la bêtise, la lourdeur, l'entêtement, la difficulté à se remettre en cause, le non-investissement dans les mitzvot, l'égoïsme, le travail qu'on n'a pas fait dans le couple, tout ce qu'on a parlé maintenant. On peut le chercher en même temps. On doit le chercher. D'accord? Donc, en fait, la destruction du chametz, elle commence avec l'abdikat chametz. D'abord, tu cherches le chametz, après tu trouves le chametz. C'est comme si le gars il te dit, tiens, chérie, j'en ai marre de cette pagaille qui est au grenier, je vais aller ranger un petit peu. Tu écoutes, chérie, si tu montes au grenier, tout est dans des cartons, tout est dans des valises. Pour l'instant, personne ne touche. C'est vrai qu'on ne s'en sert pas. Maintenant, ou tu jettes tout, ou tu laisses comme c'est. Parce que si tu commences à dire, je vais faire du tri, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après tu éternues, il y a trop de poussière et tu laisses le balagan. Tu dis écoute, c'était bien rangé, c'était pas la peine. Donc quand tu veux aller au grenier pour aller ranger le grenier, ce qu'on appelle la psychanalyse, il faut que tu t'engages à aller jusqu'au bout du travail. Et que ce que tu trouves à éliminer, tu l'élimines. Et ce que tu ne veux pas éliminer, tu le gardes. Si tu veux réfléchir à ta jeunesse, si tu veux faire le jugement de tes parents, si tu veux réfléchir à ta scolarité, tu as le droit de le faire. Tu peux aller faire l'abdika du Hametz, mais attention, à la fin, il faut faire le bio Hametz. Vous me suivez ou non? Si tu arrêtes la psychanalyse au milieu et que tu dis mes parents je les aime plus, et mon frère il m'a jamais truqué, et la scolarité elle m'a tué, et je suis en échec depuis que je... Écoute, c'était pas la peine d'aller fouiller au grenier, papa. Il valait mieux laisser les cartons fermés et vite ta vie. Si tu fais l'abdika, tu fais le bio. C'est pour ça qu'on a fait la bracha de bio Hametz, la destruction du Hametz, sur la recherche du Hametz. Parce que la recherche fait partie de la destruction. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que si tu vas dire, et si on a tellement bien nettoyé, et ça c'est une vraie, même dans la lacha, c'est pas évident. Il y a des gens, ils nettoient tellement bien la maison que le soir de l'abdika, il n'y a rien à chercher puisque la maison est nickel. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, il faut laisser au moins une pièce que tu penses qu'il peut y avoir du Hametz, comme ça au moins la bracha n'est pas pour rien. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On met les 10 petits bouts de pain. Ouais, on met tous les ans, on met les 10 petits bouts, et on fait semblant de chercher. On fait comme ça, c'est comme ça. Et à la fin, on recompte. Alors on en a mis 10, on en trouve 14. Tu dis, mince, Pessar Kacher et sa mère. C'est parce que c'est les 4 de l'année dernière.
qui restent. D'accord? La grand-mère, elle dit, mais non, ça c'est ton grand-père qui les a oubliés. D'accord? Ça fait 6 générations qu'il y a du Hametz. D'accord? Non, en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que on cherche le Hametz, on trouve le Hametz, on brûle le Hametz. D'accord? Or, qu'est-ce qui est marqué? En aussi matzot bimkom sheyesh Hametz. On ne peut pas faire des matzot s'il y a du Hametz. Vous me suivez ou non? Les matzot, c'est quoi? C'est mitzvot. Les mitzvot, ce sont des actes complets. On ne peut pas faire des actes complets s'il y a encore du Yetzer Hara. Maintenant, si le soir de Pessah, tu veux manger la matzah, il ne faut plus qu'il y ait de Hametz. Or, si le Hametz, il représente le Yetzer Hara, la matzah, elle représente la Kedusha, elle représente l'entité, elle représente l'accomplissement, elle représente le résultat, elle représente la maturité, elle représente la liberté. C'est pour ça que le soir de Pessah, si vous avez remarqué, comme je dis tous les ans, c'est qu'on va manger la matzah. Vous savez que c'est une mitzvah de manger la matzah, vous êtes au courant. Alors ne me dites pas, j'ai pas faim, j'ai mangé une miette, akban amachor. Non. Il faut manger, celui qui fait moti, il doit manger deux fois un kazaït, 2 fois 30 grammes. Les autres, ils doivent manger un kazaït plus 17 grammes. Après, il faut remanger un kazaït avec le sandwich, comme vous appelez. Et après, il faut remanger un kazaït avec la ficomène. Les enfants, ils ont le droit de faire 9 grammes. Les personnes âgées, ils peuvent faire 17 grammes. Les morts, ils ne sont pas obligés. D'accord? Mais faites bien la lacha. Parce que si vous dites, ah, mais c'est dommage, mamie, elle a fait les boulettes, on va se bourrer avec les matzot. C'est la mitzvah du soir. La mitzvah, c'est ça. Alors faites bien, mangez bien vos matzot, mâchez-les bien. Rappelez-vous que c'est ce pain-là qu'ils ont mangé en Égypte. Maintenant, il y a 1 million d'enseignements dans la matzah. Donc je ne vais pas vous les donner maintenant parce que là, ça fait 1h26 et 48 secondes que vous me subissez et je sais qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Mais vous êtes fatigués. Mais je vous donne encore un point parce que mon père n'achetait jamais des kilos, il n'achetait que des cajots. Donc moi aussi, je donne Béchefa. Vous savez que la mitzvah, c'est de manger la matzah. Vous savez ça. Maintenant, c'est très bizarre que la Torah a demandé qu'on mange la matzah parce que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais la matzah, ça se mange. C'est magnifique. Mais si la Torah elle avait dit Shivat Yamim Tishvu Basukot, 7 jours vous resterez installés dans la souka. Ou Bayom Hashemini Tochlu Souka. Et le 8e jour, vous mangerez la souka. On aurait dû manger la souka. Imagine la scène. Yisrochag. Allez David, il reste du scar. J'en peux plus, papa, je vais mourir. Il faut manger, c'est marqué Tochlu Souka. Imagine si la Torah elle avait dit la femme, après les 7 jours de pureté, elle ira au mikvé et après elle boira l'eau du mikvé. Non, on aurait pris des mikvés propres, avec selon les minagim, avec la grenadine ou avec l'orangeade. Allez, imagine maintenant. Allez, Madame Cohen, il reste 200 litres, j'en peux plus. Qui crève mon mari? Mais Madame, c'est la mitzvah, il faut boire l'eau. Et tu vas dire pourquoi je vais la boire? Parce que le mikvé, tu rentres dedans, c'est pour purifier ton corps. Mais avec tout le lachon hara que tu fais, c'est pas grave si tu vas purifier ta gorge. D'accord? Donc j'aurais dit, c'est pour ça qu'il faut boire le mikvé. La Torah a dit non, on ne boit pas l'eau du mikvé. Imagine la Torah a dit, tu mets les téfilines et à la fin tu les manges. Tous les jours, un petit tagine de téfilines, un petit émincé. Non? T'as bien réfléchi? C'est ridicule, c'est ridicule. Mais de vous à moi, si la Torah avait demandé, on l'aurait fait, non? Oui, non, oui, non. Et voilà, la religion quand même. Haram, d'accord? Eh bien la Torah elle n'a pas demandé. Alors si la Torah n'a pas demandé qu'on mange la souka et la Torah n'a pas demandé qu'on mange les téfilines, pourquoi la Torah elle a demandé qu'on mange la matzah? Puisque c'est une commémoration, moi j'aurais imaginé que la Torah elle aurait dit, eh bien quand vous faites la gada, vous montrez la matzah, ce qu'on appelle chez les Tunisiens la matzah américaine, matzah Joe. Matzah Joe. She'achlu avotenu. C'est monsieur Lénou, d'accord? Non, la Torah, elle a demandé qu'on mange la matzah. Alors je vous donne un secret. Puisque la matzah, elle représente la mitzvah. Parce que Ushmartem et matzot, Ushmartem et mitzvot. Et que cette mitzvah-là, tu la manges. Et qu'on sait qu'on est ce qu'on mange. Donc quand tu manges de la mitzvah, tu deviens mitzvah. Quand tu étudies beaucoup la Torah, ton cerveau, il devient
un cerveau de juif, de Torah. Quand tu mets tous les jours les téfilim, ton corps il s'imprègne de cette kedusha des téfilim. Quand tu vas au mikvé, quand tu fais le Shabbat, le temps il s'imprègne de la kedusha du Shabbat. Quand tu fais Yom Tov, ton corps il s'imprègne de la sainteté de Yom Tov. Donc quand tu manges la matzah, elle s'inscrit dans tes cellules, dans tes ongles, dans ta peau, dans tes os. Tu deviens une mitzvah vivante. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que malgré que, attention c'est bizarre, que Minatora, d'après la Torah, on est obligé de manger de la matzah que le soir du 15 Nissan, vous savez. Pour nous, les deux soirs, on doit manger les kazetot de matzah. C'est vrai, Minatora. Mais, il dit le Khatam Sofer, si pendant la semaine, tu remanges de la matzah, c'est pour ça que c'est bien de faire moti au moins une fois par jour, chaque fois que tu remanges de la matzah, tu fais une mitzvah. C'est bizarre. Puisque c'est marqué et rêve, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de manger la matzah le soir. Alors pendant la semaine, comment ça se fait? C'est-à-dire que d'après la Torah, tu pourrais manger des haricots verts et des pommes de terre toute la semaine, tu ne transgresses pas, parce que tu n'es pas obligé de manger la matzah pendant les 8 jours. D'accord? Tu n'as pas le droit de manger du chametz, mais tu n'es pas obligé de manger la matzah. Par contre, le deux soirs de Pessah, tu es obligé de manger la matzah. Ouais? Et bien malgré ça, quand tu manges de la matzah, tu fais une mitzvah. Alors, un jour, Baba Saleh, qui était très religieuse, oui, Rav Israël Abersera, un jour, son gendre, qui était aussi un rosh yeshiva, un rosh kollel, qui était un très grand chacham, il est sorti des toilettes, il s'est lavé les mains sans kéli. D'accord? Il s'est rincé la main sur le robinet, il est sorti. Baba Saleh, il l'a vu, il lui a dit, car kéli, fais une étilate avec un kéli, avec un ustensile. Alors l'autre, il ne savait pas comment faire, parce que c'est le gars de l'adore, c'est le grand de la génération. C'est que Baba Saleh, tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque, il les connaissait par cœur. Alors il a la Hadou Mehaber. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le gendre, qui était un rosh yeshiva, il a pris un Mishnah Berurah, c'est-à-dire un Shulchan Aruch, il a montré, il a dit, regarde la halakha, que genre en sortant des toilettes, on n'est pas obligé. Baba Saleh, il a dit, Makir et Mehaber, je connais le Shulchan Aruch. Ouais. Il lui a dit, Aval ma erpat lecha le osif kedusha al kedusha. Qu'est-ce que ça peut te faire de rajouter de la sainteté? Parce que le robinet, il enlève la saleté. D'accord? Mais le kéli, il rajoute de la sainteté. Qu'est-ce que tu as peur d'être trop saint? Vous me suivez ou non? C'est pareil. Tu n'es pas obligé de dire tous les jours à ta femme que tu l'aimes. Mais à chaque fois que tu le dis, ça rajoute de l'amour. Tu n'es pas obligé de faire des attentions à ton mari. Mais tu peux le faire. Vous me suivez ou non? Tu peux lui préparer un petit plat et te lever pour le servir et de lui donner l'assiette et de lui garder le plat chaud. Tu peux le faire. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux aller dormir, regarder ton feuilleton et quand il rentre et qu'il voit qu'une table vide et tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et toi tu lui dis, tout est au frigo. Tout est au frigo, ça veut dire c'est comme les frigos de la morgue. Tu sais, tu sors comme ça, le tupperware, il y a un cadavre du repas de midi, et tu dis à table, tu dis je vais manger ça, plutôt mourir. Non, c'est une attention. Moi quand je me lève pour me servir, ma femme me dit non, reste assis, elle me donne. Et je te dis la vérité, c'est pas le même goût. Moi-même quand je suis Shabbat et tout ça, ils veulent tous. Moi je dis servez-vous, maman elle me sert à moi. Quand elle me sert, c'est pas le même goût. Je veux son amour dans le geste. Et je veux son amour dans la dafina. Et je veux son amour dans la salade. Je veux son amour dans la vinaigrette. Je le veux. Tu dis, vous savez, de toute façon, c'est pareil. De toute façon, tu bouffes, on bouffe, on digère, on chie, on meurt. Non, je veux pas. Je le veux, cet amour-là. Comme je veux entendre le shiur du Rav. Je veux, ça m'intéresse. Mais j'ai le DVD, j'ai le CD. Non, je vais m'asseoir, je vais écouter. Vous savez, une fois, j'ai écouté un enregistrement. Moi, je suis un fou de Rav Dessler. J'ai entendu un morceau d'un shiur de Rav Dessler enregistré à l'époque à Pognovich. Bon, on n'entend rien, l'enregistrement il est pourri. Mais je pleurais parce que je ne l'ai pas connu. Ouais. C'est pas pareil que tu lis le livre qui a été écrit par quelqu'un ou tu écoutes le cours. Ben c'est pareil. Maintenant, toi, tu veux l'amour de ta femme, tu veux l'amour de ton mari. Et ben c'est pareil. Toi, tu veux cette proximité avec Hachem. Donc, quand tu vas manger la matzah, même que ça n'est pas obligatoire, mais heureusement qu'on ne fait pas que ce qui est obligatoire. Sinon, on divorcerait tous les 3 ans. Ouais. Donc, on fait ce qui n'est pas obligatoire. Et bien, au Hachem, on va encore manger une matzah et encore la matzah parce qu'on veut. Et on va faire le Berkat Amazon. Et ça va nous donner l'occasion de remercier Hachem et de se rapprocher de lui. Et on va mettre les téfilines et on va lire encore un Teilim. Et tiens, si j'ai du temps, je vais, même une femme, allez, je vais faire Mincha. Allez, je vais le faire. Et je vais rallonger mes jupes. Et je vais fermer ce servez-vous. D'accord? Je peux le faire.
Parce que ma erpat lecha, les osif kedusha al kedusha, qu'est-ce que ça peut te faire de rajouter de la sainteté à la sainteté? T'as peur de quoi? D'être trop proche d'Hachem. T'as peur de trop sentir Hachem dans ta vie. T'as peur que toutes tes prières soient entendues. T'as peur d'être tranquille pour l'avenir de tes enfants. C'est ça que t'as peur. Plutôt que d'avoir la chance d'être tout le temps dans la culpabilité, de te dire j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire et je me sens mal parce que quand je me rappelle de ma grand-mère, elle m'avait dit fais attention mon fils, ma fille elle a Nida et moi j'ai pas fait attention, et elle m'a dit fais attention à ton mari, moi j'ai pas fait attention. Pourquoi tu veux vivre toute ta vie en regrettant ce que tu n'as pas fait plutôt que d'être satisfait de ce que tu as fait? Maintenant la seule différence c'est le petit effort que tu vas faire, de pétrir la matzah et de pas laisser le temps agir, de pas être dans le laisser aller. Maintenant, quand tu es dans l'action positive de sanctification et que tu ne laisses pas aller le Yetzer Hara, tu ne laisses pas aller la tristesse, tu ne laisses pas rentrer la négation, tu prends l'enseignement de Pessah. Et tu vis un Pessah extraordinaire. Et quand tu fermes la Haggadah, comment tu sais que tu as passé un bon Pessah? Parce que tu sens que tu es quelqu'un de différent. Donc au début de la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Manishtana. En quoi tu es différent? À la fin de la Haggadah, tu dis Ani ben Adam Hadash. Je suis une femme nouvelle, je suis un homme nouveau. Grâce à Dieu, voilà. Et je vais le prouver. Pendant ces 8 jours de fête, je vais étudier la Torah. Et je ne vais pas rater les tfilotes. Et je vais faire le Kriyat Shema comme il faut. Et je vais m'habiller avec pudeur. Et je vais faire le shalom avec la famille. Et je vais m'arranger avec ma belle. Là, peut-être c'est trop. Excusez-moi, ça m'a échappé. En tout cas, je vous souhaite Pessah Kasher Sameach. Beaucoup de nachal, beaucoup de bonheur. Je suis très très content d'avoir eu l'opportunité de venir. Il y avait beaucoup de voyages. J'ai pas pu venir à Nice. Je suis très très content de ce rendez-vous mensuel qui est grâce au Rav. C'est lui qui insiste et qui organise. Donc on lui souhaite une longue vie, une bonne santé. Et peut-être, est-ce que la date du 6 mai vous intéresse? Le 6 mai. Oui, non? Parce que du 1 au 4, je vais être à Casablanca. Le 5, je vais être à Milan. Et le 6, je vais être à Nice. Donc si je fais l'effort de venir, vous pourrez venir. Vous allez dire non, c'est pas évident. J'ai 4 minutes de marche. Voilà. Kol hakavod, Chazak ubaruch, on va demander au Rav comme de lecture. Chazak ubaruch, le Pessah, n'oubliez pas de votre participation dans le panier là-bas. On va reciter le schéma et après il y a Rabbi